Bonjour à toutes et tous, et bienvenue à la présentation de ce rapport pour un système de santé décarboné, mieux compter, mieux prévenir, mieux soigner. Et on va commencer, la présentation tout de suite. Donc d'abord pour le programme de la soirée, on va avoir un mot d'introduction, ensuite la présentation du rapport par, nos équipes, projet, ensuite la présentation de la grande consultation santé et enfin, quelques témoignages. Alors, peut-être faire une petite présentation de ce que c'est, The Shift Project. Donc, The Shift Project, nous sommes une association loi 1901 qui travaille sur la décarbonation de l'économie avec comme but d'influencer et d'éclairer le débat sur la transition énergétique. Et pour ce faire, nous produisons des études, des rapports sur des thématiques, spécifiques, comme c'est le cas pour la santé aujourd'hui. Dans nos travaux, nous tentons de répondre à la double contrainte carbone, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons le changement climatique, généré, entre autres par des émissions de gaz à effet de serre, trop élevées et qui continuent d'augmenter. Et d'un autre, nous avons, la contrainte, la problématique énergétique. Le monde économique, il fonctionne aujourd'hui avec beaucoup d'énergie, notamment des énergies fossiles, qui se trouvent être en quantité, limitée et qui nous contraignent aussi à un rythme, différent du changement climatique à agir. Au Shift, on ne travaille pas du tout, seulement sur la santé, donc on a une approche, qu'on dit sectorielle, c'est-à-dire, sur différents secteurs et on a déjà pu travailler sur, l'agriculture, sur le numérique, sur le sport, par exemple. Et juste avant de commencer de rentrer dans le dur du sujet, je vais juste dire un mot sur le congrès santé en 2050 des Shifters. On les remercie grandement pour organiser cette 3e édition de ce congrès qui aura lieu cette année le 5 et 6 juin à Rennes. Je vous conseille d'aller voir sur le site internet, de flasher le QR code pour vous inscrire et regarder le programme. C'est un événement qui est une contribution scientifique majeure sur le sujet. En tout cas, c'est ce que nous, on pense vivement au Shift. Et il réunira cette année une vingtaine d'orateurs de renom choisis par un conseil scientifique avec des chercheurs également de renom. Donc on vous conseille très vivement d'aller regarder sur le site et flasher le QR code sur l'écran. Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'introduire cette présentation du Shift Project sur la mesure de l'empreinte carbone, de la prévention, la promotion de la santé et du juste soin. Peut-être pour vous dire en quelques mots pourquoi le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie est très intéressé par ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme de recherche sur les co-bénéfices des politiques en matière de santé et d'environnement. Et qui font l'objet de subventions de plusieurs équipes de recherche. Alors, les enjeux des politiques publiques de prévention sont majeurs. D'abord, en matière de santé publique et de soutenabilité du système de santé. Sous le seul effet du vieillissement démographique, le nombre de personnes avec une maladie chronique, actuellement 25 millions, donc 37% de la population, augmentera de 2,3 millions d'ici 2035, d'après les projections de la CNAM. Et donc, on perçoit bien ici l'enjeu, même dans un horizon assez rapproché, de l'impact du vieillissement sur les dépenses publiques de santé qui sont déjà très déficitaires. Avec un impact aussi sur la prise en charge dans le secteur médico-social, puisque d'après l'adresse, même sous l'hypothèse où tous les gains d'espérance de vie sont sans perte d'autonomie, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie augmenterait d'environ 700 000 personnes d'ici 2040, sachant que 30% de ces personnes vivent actuellement en EHPAD. Donc, on voit bien aussi l'ampleur de l'impact du vieillissement aussi sur la prise en charge dans ce secteur. Et à ces effets du vieillissement s'ajoutent les effets d'une transition épidémiologique. On observe en effet qu'à âge donné, il y a une croissance de certaines pathologies chroniques, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou les maladies mentales. Et ces pathologies représentent à elles seules 40% des dépenses de l'assurance maladie.
Et donc, ces évolutions épidémiologiques vont sans doute aussi dans le sens d'un renchérissement vraisemblable par rapport à l'impact de la seule démographie. Et il s'agit, pour une partie importante, de situations de morbidité qui sont évitables. Par exemple, 40% des cancers sont jugés évitables parce qu'ils sont liés à des facteurs de risque tels que le tabac, l'alcool ou l'alimentation. Et donc, les politiques publiques ont un rôle absolument majeur à jouer. Plusieurs études montrent que les interventions de santé publique sont souvent plus efficientes que les dépenses de soins et certaines font état de retours sur investissement très élevés. Et donc le premier axe de ces travaux qui sont menés à l'IRDES porte sur les évaluations des politiques publiques de promotion de la santé, les enjeux de leurs mesures, les leviers et les freins à leur déploiement dans une logique de santé dans toutes les politiques. Et puis, les enjeux de ces politiques publiques de prévention, de promotion de la santé sont aussi majeurs en matière de soutenabilité environnementale. Alors, d'une part, parce que les politiques favorables à l'environnement, en dehors du système de santé, apportent des co-bénéfices en termes de santé, y compris à des horizons temporels courts. Et donc, c'est sur quoi portent les travaux de l'équipe de l'ENS, sous l'égide de Kevin Jean, et qui quantifie les impacts sur la santé publique, donc en termes de morbidité, de mortalité, de coûts économiques évités, des politiques climatiques. Et puis d'autre part, parce que les soins les plus sobres sont ceux qu'on ne réalise pas car ils ne sont plus nécessaires, donc que ce soit par la prévention qui réduit le besoin de soins, ou par la pertinence qui réduit le gaspillage, tout en améliorant la qualité et la sécurité des soins. Et donc, ces politiques jouent un rôle aussi majeur pour la réduction de l'empreinte carbone de notre système de santé. Et c'est ici que la contribution du Shift Project est particulièrement précieuse pour permettre d'évaluer de façon rigoureuse le potentiel de décarbonation des politiques de prévention, de promotion de la santé et de justes soins. Et donc, nous, on espère que ces travaux apporteront aux décideurs, aux professionnels, un éclairage sur les bénéfices attendus de ces politiques et les actions prioritaires à mener pour la soutenabilité à la fois économique et environnementale de notre système. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne présentation. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver. On est très content de l'aboutissement de ces travaux du programme santé. Et aujourd'hui, on a décidé effectivement de s'attaquer à un nouvel angle sur ces enjeux de transition écologique et de transition carbone, puisqu'on s'intéresse plus particulièrement au carbone ici au Shift, pour le système de santé. Alors, c'est vrai que le système de santé aujourd'hui fait face à plusieurs défis. Nous, on en a identifié 3 qui font sens avec les enjeux carbone. La diminution des CO2 relativement à l'augmentation et à l'accélération du changement climatique. Le besoin de résilience de ces établissements de santé, que ce soit du côté des établissements face aux événements extrêmes, tant que du côté de l'approvisionnement, notamment en énergie fossile, et aussi le besoin de maintenir, voire d'augmenter la qualité des soins de ce secteur de la santé. Alors, il faut savoir que le secteur de la santé, il repose exactement sur le même appareil industriel, thermo-industriel, que les autres secteurs. C'est peut-être un peu embêtant de se le dire, mais la fast fashion, les grosses voitures et le système de santé reposent exactement sur le même appareil industriel. Quelque part, l'atmosphère se moque de nos intentions quand on émet du CO2. Donc, il faut aborder ce système aussi de la même façon avec laquelle on aborderait les autres enjeux, les autres secteurs. C'est-à-dire qu'on a des émissions qui sont dues à 2 choses. Une quantité d'unités, un volume d'unités dans le cas présent de production de soins unitaires par exemple, multiplié par une intensité carbone, c'est-à-dire le contenu carbone de chacune de ces unités. Et on a pu voir dans nos travaux précédents que s'inquiéter seulement de la question de l'intensité carbone, qu'on a beaucoup travaillé et qui est un point extrêmement important, est tout à fait nécessaire, mais sera probablement non suffisant à l'avenir. Donc, on a décidé de mettre en valeur d'autres composantes de la décarbonation de la santé, notamment en mettant en équation ces émissions de la façon suivante. Vous avez ces émissions du système de santé qui sont égales à une intensité carbone des soins multipliée par les volumes, qu'on peut aussi décliner en intensité des soins, multiplié par le nombre de patients qu'on va soigner, c'est-à-dire l'intensité des soins, le nombre de soins par patient, multiplié par le nombre de patients.
Donc, on l'a vu, l'intensité carbone, on l'a déjà vu dans nos travaux précédents, et vous pourrez revenir sur ces travaux qui sont disponibles sur le site internet du Shift. L'intensité des soins, on va le voir, on l'a travaillé aujourd'hui avec la question du juste soin qui vous sera détaillée. Et le nombre de patients, c'est plutôt en fait les enjeux de promotion et de prévention en santé. Ces questions de promotion et de prévention en santé, elles ont été soutenues par de nombreux partenaires que je vous affiche ici, notamment l'assurance maladie, le HCAM et la MGEN, qu'on remercie chaleureusement de nous avoir donné leur confiance, parce que c'est vraiment nécessaire de pouvoir agir mutuellement un peu main dans la main sur ces enjeux. Également, toute l'équipe santé. Alors là, vous avez un échantillon de cette équipe, notamment avec Mathis, coordinateur du programme, et Baptiste Verneuil, ingénieur du projet santé, très actif sur le sujet, mais également l'ensemble de l'équipe. Je tiens aussi particulièrement à remercier Dr Alice Barras et toute l'équipe prévention, promotion de la santé et juste soin qui se sont démenés depuis maintenant 2023 pour nous soutenir dans les travaux qui vous sont aujourd'hui présentés. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Laurie, merci Catherine et merci Mona pour ces introductions. Et nous sommes effectivement ravis de vous présenter aujourd'hui nos travaux donc sur un système de santé décarboné, mieux compter, mieux soigner et mieux prévenir. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler un élément essentiel de ces travaux, à savoir qu'ils sont aujourd'hui dans une étape intermédiaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de vous pour pouvoir avancer. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des pré-conclusions qu'on a obtenues de nos analyses de recherche qu'on a menées maintenant depuis 1 an, mais ces conclusions peuvent être amenées à évoluer et pour certaines, elles ne sont pas encore abouties. Aussi, tous les travaux que nous publions aujourd'hui demandent votre relecture, vos commentaires, mais également que vous partagiez des données qui nous permettent d'approfondir les sujets qu'on traite, notamment au cours de ce rapport. Alors maintenant que cela est dit, revenons un peu plus sur ce rapport et peut-être une petite explication de pourquoi ce titre. Alors pourquoi un système de santé décarboné, mieux compter, mieux soigner et mieux prévenir? Notre objectif derrière ce titre, en tout cas derrière ces travaux, c'est d'essayer d'être capable de répondre à des questions comme quel est le surcoût carbone lié à certains examens non pertinents? Ou par exemple, quel est le coût-bénéfice carbone du dépistage du cancer colorectal? Tout à fait. Et pour répondre à cette question, en fait, il y a une troisième question qui est induite, c'est quelle est l'empreinte carbone de ces différents actes, de ces différents dépistages, de ces examens non pertinents. Et en fait, on a besoin de pouvoir calculer tout ça, d'où notre titre « Mieux compter », que j'espère vous comprenez un tout petit peu mieux maintenant, « Mieux soigner » et « Mieux prévenir ». Et en fait, c'est le triptyque des 3 rapports qu'on publie aujourd'hui, avec notamment un guide méthodologique qui a pour objectif de mieux compter et donc de mieux calculer l'empreinte carbone des parcours de soins. On publie également un état des lieux des potentiels de décarbonation liés aux justes soins. Et enfin, on publie une note méthodologique sur la prévention des maladies, la promotion de la santé, avec notamment une présentation des exemples que l'on souhaitera étudier dans le futur. Ces 3 publications, elles ont des objectifs communs. Le premier, on vous l'a dit, c'est on souhaite évaluer le potentiel de décarbonation associé à des politiques publiques de promotion de la santé, de prévention des maladies ou à des politiques publiques de juste soins. Et pour ce faire, on va se focaliser sur des études de cas, en fait, des politiques publiques, il y en a probablement des milliers différentes, donc on va se focaliser sur certaines d'entre elles. Et donc, on souhaite se focaliser sur des politiques publiques avec des effets sanitaires qui ont été solidement démontrés, avec des consensus scientifiques. On souhaite que les émissions de gaz à effet de serre soient quantifiables, parce que pour nous, il faut qu'on puisse travailler de notre côté. Et également, il faut qu'il y ait un enjeu carbone de ces politiques publiques. Ça, c'est la première étape de nos travaux, c'est illustrer des politiques publiques à travers des études de cas. En fait, pour aller plus loin, on souhaite outiller des acteurs pour qu'ils puissent eux aussi mener d'autres études de cas, prolonger nos travaux avec une méthode robuste. Et c'est pour cela qu'on prévoit de publier un guide méthodologique, un guide méthodologique pour faire ces calculs d'empreinte carbone des parcours de soins. Et donc, en toute logique, commençons par présenter ce guide méthodologique. Alors, il répond vraiment à cet enjeu que vient de préciser Baptiste, à savoir outiller les acteurs avec une méthodologie transparente et commune à l'ensemble de ces acteurs.
Je précise un point sur le fait d'outiller ces acteurs, c'est que c'est peut-être le premier rapport du Shift où on ne sera pas capable d'avoir cette vision exhaustive à la fin de le juste soin permet d'apporter tant ou la prévention permet d'apporter tant. Pourquoi ? En fait, c'est parce que ces politiques ou ces actions de juste soin ou de prévention ou de promotion de la santé, elles sont potentiellement infinies et peuvent énormément évoluer avec le temps. Donc ça nous demanderait, nous, un temps bien trop significatif pour pouvoir être capable de toutes les couvrir. C'est pour cette raison qu'avec une méthode qu'on rend accessible, on espère que d'autres acteurs puissent s'en emparer pour réaliser à leur tour de telles études. Alors, creusons un tout petit peu plus donc ce guide méthodologique. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de fournir cette méthodologie. En plus de cette méthodologie, notre objectif, c'est aussi de commencer à consolider une base de données carbone pour simplifier la réalisation d'études. Nous approfondirons ce point un peu plus tard. Et derrière, l'objectif, c'est encore une fois de répondre à des questions du type quelle est l'empreinte carbone, par exemple, de la prise en charge du diabète de type 2 en France ? Ou par exemple, ce produit permet-il de baisser les émissions de gaz à effet de serre liées à la prise en charge de mes patients ? Ou enfin, si je avance un petit peu, est-ce que l'hospitalisation à domicile est moins carbonée qu'une hospitalisation en établissement ? Vous comprenez bien que pour répondre à ces questions, déjà, ce n'est pas simple. Et ensuite, il faut être capable de réaliser les calculs qui permettent de couvrir tout le périmètre nécessaire à la réponse. Alors, j'ai dit que c'était pas simple, pourtant la méthodologie générale est en apparence très simple. Les étapes, elles sont assez communes, c'est classique, c'est des étapes assez classiques, puisque on retrouve le fait que pour réaliser une étude d'empreinte carbone au parcours de soins, il faut commencer par définir l'objectif de l'étude. Ensuite, il faut définir le périmètre de cette étude, à la fois le périmètre temporel, le périmètre géographique, le périmètre médical, à quelle étape de mon parcours je prends en compte ou quelle étape j'exclus. Il faut aussi associer à chaque étape de mon parcours un facteur d'émission pour être capable de convertir une activité en empreinte carbone. Enfin, il faut sommer les émissions et il faut s'assurer de la robustesse des résultats. Et enfin, sur cette base-là, on est capable d'interpréter le résultat et de présenter les limites de l'étude. Alors, cette méthodologie-là que je viens de présenter, elle est en apparence très simple, mais elle se complexifie directement dès qu'on essaye de faire une étude de ce type. Déjà, elle se complexifie parce que la méthodologie à appliquer change en fonction de l'objectif qu'on se fixe, d'où l'importance de l'étape numéro 1. Par exemple, si mon objectif, c'est d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre d'un parcours de soins pour identifier les principaux postes d'émission, je ne vais pas du tout avoir besoin des mêmes étapes, du même niveau de rigueur ou de la même définition du périmètre que si mon objectif, c'est de comparer l'empreinte carbone de 2 parcours de soins possibles pour une même pathologie. Dans le premier cas, on peut se contenter d'une analyse assez rapide pour avoir des ordres de grandeur et garder le temps qu'on aurait passé à faire une étude plus robuste pour essayer de comprendre comment on peut décarboner. Là où dans la seconde étude, là où on compare des produits, on peut par exemple avoir un périmètre qui exclut tout ce qui est commun entre mes 2 parcours de soins. Par contre, il faut une précision relativement importante au niveau des objets qui font, des sujets ou en tout cas des traitements qui font l'objet de l'étude. Ensuite, il y a dans cette méthodologie tout un ensemble de sortes de pièges, ou en tout cas de biais méthodologiques à éviter. Et dans l'ensemble des études qui existent aujourd'hui sur des empreintes carbone de parcours de soins, on observe justement que pour certaines, il y a ces biais qui ont été suivis. Le premier biais qu'on peut évoquer, c'est celui concernant le périmètre médical. Un point essentiel à avoir en tête, c'est que si on compare 2 parcours de soins entre eux, il faut tenir compte de l'efficacité des produits et des complications associées. Donc par exemple, dans une étude où je voudrais comparer l'hospitalisation pour bronchiolite ou la vaccination avec le vaccin Nirsevimab, il faut tenir compte de l'efficacité du produit. Donc par exemple, il y a une étude qui a montré que c'était un ratio 1 pour 39, donc il faut comparer une journée d'hospitalisation avec 39 vaccins réalisés, et non pas 1 pour 1. Donc c'est ce qui est indiqué en bas, il ne suffit pas de comparer l'administration d'un produit au cas où le nourrisson se fait hospitaliser. Il y a d'autres biais méthodologiques qu'on a constatés. Et en fait, on a regardé beaucoup d'études et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup d'erreurs, notamment sur les données carbone utilisées. Et ces erreurs, elles peuvent conduire potentiellement à des conclusions erronées. Et voilà, déjà pour commencer, les données, elles dépendent des conditions géographiques dans lesquelles les études ont été réalisées. Pour vous donner un exemple, on a sur ce graphe ici une comparaison d'empreintes carbone de bronchoscopes, selon s'ils sont à usage unique ou si ce sont des bronchoscopes réutilisables. On a ici une empreinte carbone par utilisation et l'étude ici a conclu que la différence n'était pas flagrante entre les modèles à usage unique et les modèles réutilisables. En fait, ces conclusions changent complètement en France puisque l'électricité utilisée pour restériliser est beaucoup moins carbonée en France. Donc ici, on aurait une conclusion complètement différente. Ce n'est pas le seul problème d'ailleurs de cette étude puisqu'en fait, ici, elle sous-estime grandement l'impact de l'usage unique et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très régulièrement. En fait, les analyses de cycle de vie qui calculent l'empreinte carbone des produits de santé sous-estiment grandement l'empreinte de ces produits de santé pour plusieurs raisons. Alors déjà,
Dans certains cas, elles ne le prennent pas en compte parce que les données ne sont pas facilement disponibles. Donc en fait, c'est plus simple pour ces études, elles ne les prennent pas en compte. Des fois, elles le prennent en compte, mais partiellement. Par exemple, elles vont considérer que ce bronchoscope, c'est à peu près 200 grammes de métal, et elles oublient qu'en fait, il y a également des composants électroniques complexes, que les méthodes de production sont également complexes. Bref, pour vous donner un exemple, ici, on a des comparaisons de données utilisées dans plusieurs études qui calculent l'empreinte carbone de dispositifs médicaux en plastique. Et ce qu'on observe, c'est que nous, ce qu'on pense, c'est qu'elles sous-estiment très grandement, d'un facteur 2, l'empreinte carbone de ces dispositifs médicaux en plastique, parce qu'en fait, elles oublient que ce plastique, il a été transformé dans des conditions spécifiques, il a été transporté, acheminé jusqu'au lieu de consommation, et donc en fait, on a beaucoup d'oubli dans les périmètres pris en compte, dans les productions de ces produits de santé. Également, certaines études prennent en compte ces éléments du périmètre dans la production des produits de santé, mais elles prennent en compte mal, elles peuvent sous-estimer. En fait, par exemple, si elles prennent en compte la transformation du plastique, en fait, cette transformation du plastique, elle a aussi lieu dans des conditions spécifiques, avec de la ventilation, dans des conditions, dans des environnements contrôlés. Et donc, en fait, on peut, encore une fois, être amené à sous-estimer l'empreinte carbone de cette transformation. Bref, on peut sous-estimer à plusieurs étapes. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart des analyses de cycle de vie qui estiment l'empreinte carbone des produits de santé sous-estiment cette empreinte carbone. Et donc ça, d'où l'importance de s'assurer de la robustesse des résultats. Et pour ça, il y a deux méthodes. Le premier, c'est le calcul d'incertitude. Et le calcul d'incertitude, il est très intéressant, mais son potentiel est limité, puisqu'en fait, il ne prend en compte que ce qui a été pris en compte dans le périmètre. Donc pour revenir sur l'exemple d'avant, sur les bronchoscopes, on peut avoir une étude qui a une incertitude très basse dans ses résultats et pourtant qui oublie la moitié du périmètre. Une seconde méthode, c'est l'étude de sensibilité. Et celle-là, elle est pratique puisqu'elle permet de vérifier la fiabilité des hypothèses retenues et d'évaluer dans quelle mesure ces hypothèses peuvent faire varier les résultats. C'est une seconde méthode pour apporter de la robustesse aux conclusions. Vous vous rendez donc compte que même avec cette méthode qui en apparence a l'air simple, il y a finalement un ensemble de biais dans toutes les études qui ont été publiées ou qui peuvent être effectuées, pas dans toutes bien entendu, mais qui peuvent rendre compliqué ou l'analyse ou leur exploitation. De plus, il faut une certaine connaissance de ces biais-là pour être capable d'analyser correctement ces études et s'en rendre compte. Bon, maintenant, concrètement, à quoi ressemble une analyse d'empreinte carbone à l'échelle d'un parcours de soins ? L'idée est la suivante. On part d'un parcours de soins qu'on va venir décomposer en un ensemble d'actes médicaux, donc par exemple des consultations ou des passages aux urgences. Ah oui, donc par exemple, si je me casse la jambe, je vais commencer par aller voir mon médecin généraliste, puis éventuellement, je vais peut-être aller aux urgences ou faire une consultation chez le radiologue, c'est ça ? C'est exactement ça, merci beaucoup Baptiste. Et donc derrière, une fois qu'on a décrit ce parcours de soins, en théorie, il faudrait pour chacune de ces briques essayer d'estimer l'empreinte carbone associée à chaque acte médical qui est réalisé. Alors, nous, ce qu'on voit ici, c'est une certaine manière, en tout cas, de simplifier de ce type d'études. Parce que même si chaque parcours de soins est unique, derrière, il repose sur des actes médicaux qui peuvent se ressembler. On peut retrouver des consultations chez le médecin généraliste dans pas mal de parcours de soins différents. Et donc, il y aurait moyen de se simplifier ce type d'études en essayant de mettre à disposition justement une base de données, non pas de facteurs d'émission qui permettent de calculer l'empreinte carbone des actes médicaux, mais plutôt d'une base de données qui contienne déjà des facteurs d'émission d'actes médicaux. Et c'est tout l'objectif de ce qu'on essaye de lancer aujourd'hui au Shift Project. Alors, c'est bien sûr des choses qui ont déjà été lancées. Par exemple, on pense à ce qu'a produit la PHP avec leur outil Carbone. Mais on essaye, nous, de le faire dans le cadre de nos travaux. Ou par exemple, si on prend la donnée consultation chez le médecin généraliste, notre objectif, ça va être d'essayer de proposer une empreinte carbone moyenne et une répartition des émissions de gaz à effet de serre pour cette consultation. Ou en se basant sur la littérature qui existe sur le sujet, il y a pas mal d'études qui ont aujourd'hui évalué l'empreinte carbone d'une consultation chez le médecin généraliste, ou en le calculant nous-mêmes. Mais l'objectif, c'est pas que ça, c'est aussi de proposer des données qui peuvent être adaptées selon différents cas. Donc par exemple, de proposer une empreinte carbone d'une consultation chez le médecin généraliste en milieu rural, ou une consultation chez le médecin généraliste lorsque le cabinet se chauffe au gaz. Voilà, proposer quelques paramètres qui permettent d'ajuster la donnée. Et enfin, notre objectif, ça sera de produire une base de données qui sera la plus transparente possible dans la méthodologie de calcul et dans les hypothèses prises. Pourquoi ? Pour permettre justement à chaque personne qui voudrait l'utiliser, potentiellement d'adapter la donnée qui est proposée à un cas qui leur est spécifique. Alors cette base de données que je viens d'évoquer, elle doit être à la fois collective et elle va évoluer dans le temps. Pourquoi elle va évoluer dans le temps ? C'est parce que d'ici la fin de l'année 2026, vous vous doutez bien qu'on ne sera pas capable d'estimer l'ensemble de l'empreinte carbone de tous les actes médicaux qui sont réalisés en France.
C'est pourquoi, une fois qu'on publiera une première étape fin 2026, en fait, l'objectif, ça sera de l'enrichir au cours du temps avec de nouvelles études qui seraient produites. Et maintenant, collectif, pourquoi ? En fait, collectif, parce qu'on va chercher à travailler avec les acteurs pour essayer de voir comment on peut arriver à calculer des facteurs d'émission moyens pour les différents actes qu'on trouve dans le système de soins. Donc, par exemple, on va publier 5 livrables notamment, dont l'un sur la chirurgie qui est déjà publié d'ailleurs, un livrable méthodologique, on vous partage le lien dans le chat. Et d'ailleurs, au passage, si jamais vous souhaitez participer à un atelier de travail sur l'un de ces thèmes-là, je vous invite à cliquer sur le lien que vous voyez ici ou sur les liens qu'on vous partage dans le chat pour participer à un atelier de réflexion sur l'un des thèmes suivants. Pour vous donner un exemple de ce que contiennent ces annexes méthodologiques, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la littérature existante. Il y en a des fois beaucoup, mais elle est de qualité très variable. Ici, par exemple, on regarde 3 études qui ont chacune estimé l'empreinte carbone de la pose d'une prothèse de genou. Et ces 3 études, elles ont des résultats différents parce qu'elles utilisent des périmètres complètement différents avec, typiquement pour l'évaluation de l'empreinte carbone des dispositifs médicaux à usage unique, des calculs qui sont incomplets. On l'a vu tout à l'heure, il y a différentes manières de sous-estimer des analyses de cycle de vie. On retrouve des exemples dans certaines de ces études. Par exemple, ici, pour la production de la prothèse de genou elle-même, certaines études ne l'ont même pas prise en compte, d'autres l'ont prise en compte relativement mal, d'autres l'ont pris en compte beaucoup mieux. Ça fait grandement varier le résultat. Et on trouve d'autres différences, notamment avec des résultats qui dépendent du lieu de production, de la localisation de l'activité chirurgicale. Ici, lorsque l'opération est réalisée en Australie, l'électricité est beaucoup carbonée car elle est basée sur une production au charbon. Et enfin, on trouve des périmètres qui sont différents. Donc l'objectif qu'on a dans tous nos livrables et pour toutes les briques de base du système de santé, c'est de produire une méthodologie avec des données standardisées, un périmètre qui se veut exhaustif et le plus conforme à ce que nous on préconise dans le guide, et d'où l'intérêt justement de réaliser des ateliers de travail sur les 5 thèmes que vous voyez ici. Donc je vous invite, si jamais vous avez réfléchi à ces questions-là, à venir réfléchir avec nous lors d'un de ces 5 ateliers. Alors, beaucoup de choses ont été avancées et on n'en doute pas, il y a des questions qui vous viennent à l'esprit et c'est bien entendu normal puisque à ce jour, nous ne proposons pas directement de résultats, il s'agit d'une étape intermédiaire. Mais si on doit résumer ce qu'on vient de vous présenter, concrètement, on cherche à proposer un guide qui s'adresse à la fois à ceux qui produisent des études et à ceux qui les analysent. Et dans ce guide, on propose des méthodologies, ou en tout cas, on propose d'adapter la méthodologie à l'enjeu décisionnel. L'autre point important à avoir en tête, c'est que dans les données qui sont utilisées pour réaliser des empreintes carbone au parcours de soins, il existe de nombreux biais méthodologiques qui peuvent réduire la qualité des données qui sont derrière publiées et donc qui rendent compliqué le fait de réexploiter ces données-là. Et enfin, un point important, en tout cas qui nous semble très important, à notre sens, il vaut beaucoup mieux un calcul approximatif mais qui est transparent sur ces hypothèses que l'inverse. Enfin, nous souhaitons encore une fois rappeler que ce guide n'est qu'une étape et que nous souhaitons proposer des outils qui évolueront avec le temps, mais également avec vous. Et c'est pour ça qu'on souhaite bénéficier déjà de vos retours, mais surtout que, encore une fois, ce qu'on publiera même à la fin de l'année ne sera qu'une étape. On vous remercie pour cette première partie. Merci Mathis. Effectivement, c'est la fin de cette première section. J'espère que vous comprenez mieux ce que veut dire maintenant mieux compter. Passer à la suivante sur le mieux soigner, avec notamment la publication de notre rapport sur le juste soin avec un état des lieux des potentiels de décarbonation dans ce juste soin. Donc, dans le rapport que vous pouvez retrouver en ligne, notamment, on propose un panorama des implications carbone du juste soin en France. Et l'objectif qu'on a, c'est aussi de donner une clé de lecture sur ce que représente la notion du juste soin, avec notamment 3 piliers du juste soin. On va vous expliquer ce que sont ces 3 piliers juste après. Et également, ce qu'on souhaite mettre en place, notamment pour nos futurs travaux, c'est d'identifier un ensemble de leviers qui permettent la mise en œuvre effective du juste soin. Et ça, l'idée, ce sera d'identifier ces leviers avec vous également. Un point de vigilance à mentionner, c'est que nos travaux ne constituent pas en aucun cas un ensemble de recommandations médicales. Nos travaux, ils visent plus simplement à orienter ces décisions médicales en offrant une perspective environnementale. Effectivement, comme l'a dit Baptiste, un premier élément, en tout cas pour cadrer ce qui va suivre, consiste à définir, nous, ce qu'on entend par le juste soin. Alors, il faut savoir que, en tout cas, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que les mots pour y faire référence sont aujourd'hui très nombreux. On peut parler de soins pertinents, de soins utiles, de soins adaptés, de surtraitement, de sous-traitement. Enfin, finalement, il y a beaucoup de notions qui y font référence aujourd'hui. Et dans cette diversité de notions, nous, on a décidé de retenir une définition qui repose sur
une triple dimension. Alors, l'objectif n'est vraiment pas de dire on souhaite affirmer que c'est ça la bonne définition du juste soin et qu'elle est définitive, bien au contraire. En tout cas, c'est celle que nous, on a retenue et qui nous permet de cadrer la suite de nos travaux, et c'est pour ça qu'on vous la présente. Donc, c'est notre définition du juste soin. Comme j'ai dit, elle repose sur 3 piliers. Une première dimension qui consiste à parler de l'utilisation effective des soins prescrits et recommandés, qui peut s'apparenter finalement à du gaspillage quand c'est pas le cas, quand il n'y a pas une adéquation entre ces deux éléments. Le second pilier repose, lui, sur la pertinence des soins prodigués, donc par exemple les actes ou produits qui sont réalisés sans bénéfice réel pour le patient. Et enfin, le troisième pilier, qui est un peu nouveau, en tout cas que nous, on essaye d'introduire, qui est celui de l'efficience environnementale. Et c'est l'idée d'essayer de voir si potentiellement, lorsqu'on a 2 stratégies qui offrent le même bénéfice thérapeutique, il n'y en a pas une qui peut avoir un empreinte carbone plus faible et donc qui serait à privilégier. Maintenant, si on essaie de représenter ça assez simplement, je vous propose cette courte analyse. Vous avez représenté à l'écran de manière totalement schématique en bleu, représente les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées aux soins qui sont consommés en France. Si on rajoute la notion de juste soin dessus, il faut rajouter potentiellement des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires qui sont liées au sous-traitement, parce que oui, le juste soin, c'est pas que du surtraitement, c'est aussi des patients qui n'ont pas le bon soin au bon moment, et donc c'est assimilé à du sous-traitement. Et donc, ce sous-traitement pourrait donner lieu à des émissions supplémentaires. Mais il y a aussi des émissions qui sont liées à du soin qui serait gaspillé. Et le meilleur exemple pour illustrer ce gaspillage, c'est celui des médicaments. On connaît tous à travers notre placard à médicaments qu'on peut avoir chez soi. Notamment en ville, il est estimé qu'entre 5 et 7% des médicaments ne sont pas consommés. Et ça représente l'équivalent de 2 boîtes par an par habitant. Par exemple, les plus de 500 millions d'euros de médicaments. Et ça représente aussi des quantités non négligeables d'empreintes carbone également qui pourraient être évitables. Et certaines classes thérapeutiques dans ces médicaments non consommés sont plus prédominantes que d'autres, notamment par exemple les psycholeptiques ou les antalgiques. À l'hôpital, c'est la même chose. Une enquête sur 210 établissements permet d'estimer que l'empreinte carbone se situe autour d'un ordre de grandeur à peu près similaire. Et là, les causes sont diverses, mais notamment pour plus de la moitié de ces médicaments non consommés, c'est à cause de date de péremption. Il y a d'autres causes, comme des médicaments non remis en stock ou des médicaments non administrés. Pour les dispositifs médicaux non consommés, on peut imaginer qu'on a des constats à peu près similaires, même s'ils ne sont pas quantifiés aujourd'hui. On trouve en ville des compresses non consommées, on trouve à l'hôpital des dispositifs médicaux périmés, comme des implants, des dispositifs de diagnostic. Toujours est-il qu'il y a un potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre lié à la suppression ou la réduction de ces produits de santé gaspillés. Ce potentiel, il est très important, notamment sur certaines classes thérapeutiques, mais il reste limité, autour de 5%, en tout cas pour les médicaments. Il faut bien prendre en compte que dans beaucoup de cas, il n'y a pas forcément beaucoup de gaspillage, notamment pour les patients qui sont traités pour des maladies chroniques, où il y a moins de pertes de médicaments. Donc, il y a du juste soin qui peut être réalisé en limitant le gaspillage, mais également en limitant les soins, les actes ou les produits de santé non pertinents. C'est le deuxième pilier du juste soin, et encore une fois, on peut l'illustrer avec l'exemple des médicaments. Une étude a par exemple regardé le potentiel de déprescription de différentes classes thérapeutiques. Par exemple, pour le tramadol, il est estimé qu'à peu près 40% des prescriptions sont non pertinentes. Et ces prescriptions non pertinentes, elles ont un impact directement sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça représente en tout à peu près 100 000 tonnes de CO2 par an qui pourraient être évitées via des mesures de juste soin liées à la pertinence des prescriptions. 100 000 tonnes de CO2 par an, c'est plus de 3% de l'empreinte carbone des prescriptions en médecine générale. Donc c'est très important, 3%, mais il faut quand même noter que l'ensemble des campagnes de déprescription de l'assurance maladie concernent ces quelques classes thérapeutiques, et donc ce potentiel restera limité justement à cette classe thérapeutique pour lesquelles une marge de réduction significative peut être atteinte. On peut illustrer la surprescription et la non-pertinence de certaines prescriptions médicamenteuses par quelques études de cas, notamment sur la téléconsultation. Alors, à première vue, on pourrait penser que la téléconsultation, c'est plutôt des émissions évitées, puisqu'on va éviter des déplacements de patients et donc éviter des émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement. Et pourtant, en fait, au niveau de la téléconsultation, il y a quand même un enjeu de juste soin. En tout cas, il y a une piste d'enjeu de juste soin qui a été découverte, puisque certaines études au niveau français, mais aussi au niveau international, observent une surprescription de certains médicaments, donc par exemple d'antibiotiques ou d'anxiolytiques, lorsque des consultations sont réalisées en téléconsultation.
Et donc, ça peut aussi être une potentielle source de déprescription. Un autre exemple, une autre étude de cas, c'est ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique. Donc ça n'a rien à voir avec l'escalade. La désescalade thérapeutique, ça consiste à favoriser un traitement avec des doses plus faibles ou sur des temps moins longs. En fait, c'est lié à de la non-pertinence de posologie. Et pour donner un exemple, par exemple pour les patients qui sont atteints de leucémie, aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des patients qui reçoivent des posologies inférieures aux recommandations et aux standards de l'AMM. Donc en fait, ce que ça montre, c'est que sur certaines classes thérapeutiques, en tout cas, il y a de la marge liée à justement cette désescalade thérapeutique et à une plus juste prescription en ajustant la posologie. Si on parle de prescription médicamenteuse, on pourrait parler également des examens complémentaires, notamment par exemple les examens d'imagerie ou sur certaines catégories d'actes, on a de la non-pertinence, en tout cas qui est documentée. Notamment, c'est le cas pour la radiographie, le scanner ou l'IRM du rachis lombaire, et c'est également le cas pour les IRM des membres inférieurs ou supérieurs. À titre d'exemple, il a été documenté qu'à peu près 70% des IRM du genou ne respectent pas les recommandations de la HAS. Donc, potentiellement, il y a de la marge dans la quantité d'examens d'imagerie réalisés et donc dans les émissions de carbone qui sont induites par ces examens. Sur la biologie, on a des constats à peu près similaires, notamment par exemple, pour certains examens, le dosage de la vitamine D, c'est considéré que plus de 90% des prescriptions de dosage vitamine D seraient non pertinentes. On a également des redondances, des examens de routine dans certains services hospitaliers. Donc potentiellement, on pourrait éviter des émissions liées à ces examens complémentaires. Et donc, jusqu'à présent, comme on vous l'a expliqué, on essaye de faire aujourd'hui le panorama du potentiel du juste soin en regardant là où il y a des gisements. Mais derrière, regardez ça, il faut aussi faire le lien avec les enjeux énergie-climat qui nous intéressent, au Shift en tout cas. Et concrètement, on voit assez évidemment des impacts directs avec les actions de juste soin. Par exemple, avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre si on limite les traitements qui sont gaspillés ou non pertinents, et une potentielle hausse des émissions de gaz à effet de serre avec, par exemple, un réajustement du traitement avec tout ce qui est de l'ordre du sous-traitement. Mais les impacts ne sont pas que de l'ordre direct, ils sont aussi de l'ordre indirect. Pour ça, on peut citer l'exemple de la iatrogénie, donc le fait d'avoir des effets indésirables sur la santé qui résultent de l'intervention médicale, et notamment le sujet de la iatrogénie médicamenteuse. Par exemple, ces effets indésirables, ils seraient la cause potentielle de 20% des passages aux urgences, et de 5 à 10% des hospitalisations. Par exemple, l'hospitalisation expose aussi également les patients à un risque iatrogénique en les maintenant immobilisés une large partie du temps et donc avec une fonte musculaire qui peut être associée dans certains cas. Et il en est de même des enjeux de sous-traitement, puisque un patient peut être sous-traité à un instant T et à un autre moment voir sa condition médicale se dégrader et donc recevoir le bon traitement, mais qui est bien plus lourd que si l'acte de soin avait été anticipé. Et on voit ici aussi l'effet indirect qui peut y être associé. Alors jusqu'à présent, si vous suivez bien, on n'a présenté que 2 des 3 piliers qu'on a évoqués en introduction. Et il manque le 3e pilier qui est celui de l'efficience environnementale des soins. Je laisse Baptiste avancer là-dessus. Complètement. En fait, certains actes ou certains produits de santé pourraient être substituables par des équivalents, avec des effets équivalents d'un point de vue thérapeutique, mais avec une empreinte carbone réduite. Et là, on peut citer beaucoup d'exemples. On va en citer uniquement quelques-uns assez rapidement, qui peuvent être bien connus par certains d'entre vous peut-être. Par exemple, à l'hôpital, on peut choisir de privilégier une administration de médicaments par forme orale, et donc en donnant un comprimé, une gélule, aux patients, ou on peut favoriser plutôt une administration par voie intraveineuse. Et ce qu'on observe, c'est que les formes orales solides, en fait, selon les études, elles seraient de 2 à 130 fois moins émissives en gaz à effet de serre que les administrations par voie intraveineuse. Et ce potentiel de décarbonation, en fait, il pourrait être assez grand puisqu'il est estimé, selon les études encore une fois, qu'entre 10 et 30% des administrations intraveineuses à l'hôpital seraient inappropriées. Donc on peut dans certains cas substituer certaines formes d'administration par d'autres. Un autre exemple, c'est par exemple pour la prise en charge de la rupture des ligaments croisés. On peut, dans ces cas-là, 2 parcours de soins sont possibles, l'un basé sur des activités chirurgicales, l'autre par un parcours de soins conservateur avec notamment de la kinésithérapie. Ce qu'on observe, c'est que les activités chirurgicales sont bien plus carbonées que les parcours de soins conservateurs. Et donc, lorsqu'il est possible de choisir un parcours de soins plutôt qu'un autre, l'empreinte environnementale, en tout cas l'information de l'empreinte carbone environnementale, permet de choisir la moins carbonée. On pourrait citer beaucoup d'exemples, et c'est l'un des objectifs de nos futurs travaux, justement, c'est d'illustrer avec
beaucoup d'exemples des cas de substitution de parcours de soins ou de produits de santé pour réduire justement l'empreinte carbone du système de santé en substituant certains actes. Alors maintenant, à l'avenir, dans nos futurs travaux, on essaiera de quantifier un peu plus précisément les gains d'émissions de gaz à effet de serre qui sont associés à tout ce gisement-là. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les shifters santé, et notamment ceux du cercle thématique santé, qui nous ont aidés à repérer ces exemples et à les mettre en valeur dans notre rapport, mais également à tous ceux et celles qui ont relu ces travaux-là en amont. Maintenant, dans cette deuxième partie de travail aussi qu'on va initier, l'objectif, ça sera aussi d'identifier des leviers pour mettre en œuvre le juste soin. Et là, bien entendu, il faut noter que de nombreux acteurs ont déjà commencé à travailler sur ce sujet. Des campagnes, par exemple, existent depuis les années 2000 sur la réduction des antibiotiques et ont donné lieu potentiellement à une baisse de 20% des consommations d'antibiotiques. Et ce type de campagne est toujours en cours avec, par exemple, la feuille de route 2024-2034 sur la prévention et la réduction de l'antibiorésistance. Donc nous tâcherons d'analyser et de repérer ces leviers-là avec, en tout cas, on essaiera le moins de naïveté possible par rapport à ce qui a déjà été identifié et les freins qui ont déjà été mis en avance. Et donc, l'un des objectifs de nos futurs travaux sera également de mettre en lumière des leviers de mise en œuvre du juste soin et si possible de leviers qui marchent, avec des données qui sont issues d'études rigoureuses, donc des leviers chiffrés pour que nous, qu'on puisse ensuite quantifier des potentiels de décarbonation. Les calculer. Voilà, pour vous donner un exemple, lorsqu'on implémente dans les logiciels de prescription des alertes pour les médecins généralistes, on augmente assez significativement les chances d'avoir des actions de déprescription de la part du médecin. Donc c'est un exemple de levier qui marche, qui est sourcé, qui est chiffré, et on aimerait bien avoir plus de ces exemples pour pouvoir les mettre en avant dans nos futurs rapports. Donc là-dessus, vos contributions sont les bienvenues. Et en fait, on souhaite des leviers de juste soin, on souhaite les mettre en avant pour les prescripteurs déjà, mais pas que. En fait, on souhaite que nos travaux visent toutes les personnes de santé qui participent aux activités du système de santé, donc notamment pour les officines, pour les pharmacies des établissements hospitaliers, pour les soins infirmiers, également pour la recherche hospitalière-universitaire. Et également, on souhaite faire certains focus, notamment sur l'exercice coordonné et l'impact que cela peut avoir sur le juste soin. On souhaite également faire un focus sur la réduction du recours aux urgences et de l'hospitalisation, notamment via le développement de l'ambulatoire. Également, on souhaite potentiellement faire un focus sur comment on fait pour mobiliser concrètement les équipes et comment impliquer les différents acteurs. Donc encore une fois, vos contributions sont complètement les bienvenues pour enrichir nos futurs travaux. Il y a un troisième, comme on l'a dit en introduction, il y a un troisième pilier, ou en tout cas un troisième sujet que nous traitons aujourd'hui dans notre rapport intermédiaire, c'est celui de la promotion de la santé et de la prévention des maladies. Sur ce sujet, encore une fois, il n'y a pas vraiment de résultats que nous présentons, et ce que nous publions aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre méthodologique, et je vais répéter ce qu'on dit depuis le début, mais nous avons encore une fois besoin d'aide pour approfondir ces enjeux-là. Alors un tout petit peu de définition pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment ces termes-là, ou en tout cas pour comprendre de où on parle, nous, quand on présente et qu'on introduit ces enjeux. Donc la promotion de la santé, elle vise à agir sur les conditions de vie pour permettre aux personnes de rester en bonne santé, là où la prévention primaire, elle vise à réduire l'incidence de la maladie, donc ça peut être similaire dans certains cas à la promotion de la santé, et dedans on peut citer l'exemple de la vaccination. La prévention secondaire, elle vise à détecter une maladie le plus tôt possible, souvent avant l'apparition des symptômes, donc on peut citer l'exemple du dépistage. Et enfin, la prévention tertiaire, ça vise à éviter les complications, les rechutes ou la perte d'autonomie pour des personnes qui seraient potentiellement déjà malades. Donc ce qu'on propose aujourd'hui dans nos rapports, c'est notamment une méthodologie qui permet d'évaluer les coûts-bénéfices en termes d'empreinte carbone des différentes politiques de promotion de la santé et de prévention des maladies. Et ça en illustrant sur quelques exemples, notamment qu'on va vous présenter dans quelques minutes. On propose dans notre rapport une méthodologie et des exemples, mais en fait, encore une fois, notre rapport constitue en aucun cas un ensemble de recommandations médicales et il vise à plutôt orienter celle-ci en offrant une perspective environnementale. Effectivement, nous proposons aujourd'hui une méthodologie, mais qui est assez similaire finalement aux analyses coûts-bénéfices, puisque notre objectif à nous, ça sera de partir de politiques publiques ou d'actions de prévention
et d'essayer de partir de résultats qui auront démontré un gain pour la santé et donc un gain au niveau du parcours de soins. Donc par exemple une baisse des journées d'hospitalisation, moins de consultations chez le médecin généraliste, moins de médicaments consommés. Et derrière, essayer d'estimer les émissions de gaz à effet de serre évitées par ces politiques publiques de prévention ou ces actions de prévention. Là, vous voyez ici, encore une fois, tout l'intérêt du guide méthodologique qu'on a présenté en première partie. Mais comme n'importe quelle analyse coût-bénéfice, l'objectif, ça sera, en tout cas si on veut éclairer correctement cette notion-là, aussi de tenir compte des coûts carbone qu'induisent une politique de prévention ou une action de prévention. Et donc d'essayer d'estimer les émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être induites par cette prévention. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. Cette méthodologie, à ce stade, elle présente tout de même quelques difficultés, notamment au niveau de la définition du périmètre. Par exemple, elle soulève l'enjeu de ce qu'il faudrait qu'on prenne en compte et qu'on impute à la politique de prévention en question au niveau des coûts carbone de la politique. Donc, par exemple, si la politique de promotion de la santé qu'on analyse, c'est le fait de construire une piste cyclable pour favoriser la mobilité active, comment on impute les émissions de gaz à effet de serre associées à la construction de cette piste cyclable à la comparaison qu'on veut effectuer sur les gains pour la santé. Une autre difficulté repose également sur l'accès aux données carbone nécessaires au calcul. C'est là où notre guide méthodologique est utile, mais on ne garantit pas, en tout cas, d'avoir toutes les données d'ici la fin de l'année. Et en fait, pour faire face à ces difficultés, en tout cas ces points de vigilance, l'essentiel pour nous, c'est l'accès à la donnée et la bonne donnée. Déjà des données sanitaires pour mesurer l'impact des politiques publiques de promotion de la santé, de prévention des maladies. Il faut que ces données, elles soient reflètent un consensus scientifique, que ce soit des données rétrospectives ou des données prospectives. Par exemple, on peut citer le modèle de l'OCDE qui permet de modéliser l'impact de l'implémentation de certaines politiques publiques. Des données sanitaires, également des données carbone, encore une fois, c'est au cœur de nos travaux et ça reflète encore une fois l'intérêt du guide méthodologique que nous sommes en train de construire. Donc, on va mettre en place cette méthodologie, on va l'illustrer sur quelques cas, et notamment des cas de promotion de la santé pour commencer. Et l'un des principaux déterminants de santé, c'est l'alimentation. Donc on va étudier l'alimentation et notamment, puisque l'enjeu qui s'affiche ici permet de voir à quel point c'est important, une modification progressive des habitudes alimentaires permettrait d'éviter de 100 à 200 000 décès par an en France à l'horizon 2050. Ça illustre l'importance de l'alimentation dans les déterminants de santé. Quand on parle d'alimentation plus précisément, en fait, on parle de politiques publiques qui ont déjà bien été identifiées par les acteurs publics de la prévention. Notamment, on parle de réduire la consommation de viande rouge, de charcuterie, on parle de limiter les produits très sucrés, ultra transformés, et on parle de favoriser des régimes alimentaires qui seraient plus riches en fibres et en produits peu transformés. Sur le sujet de l'alimentation, on va s'aider d'un groupe d'experts que l'on souhaite construire prochainement. Un autre déterminant de santé, c'est ce qui va être lié à la mobilité. D'un côté, c'est ce qui va être lié à la sédentarité et de l'autre à la pollution de l'air, avec notamment quelques chiffres qui s'affichent ici. 30 000 décès évitables d'ici 2040 grâce à une réduction de la pollution atmosphérique ou jusqu'à 20 000 décès d'ici 2040 grâce au développement de mobilité active pour lutter contre la sédentarité. Et pour illustrer l'enjeu majeur de la sédentarité, on peut noter que seulement 5 femmes et 7 hommes sur 10 atteignent les recommandations d'activité physique. Donc il y a un gros enjeu autour de la sédentarité et également de la qualité de l'air. Et enfin, on pourra explorer éventuellement d'autres cas de promotion de la santé, par exemple celles qui sont bien connues autour du tabagisme, qui auraient par exemple aujourd'hui permis d'éviter 4 millions de cas de maladie entre 2016 et 2020 en France. Mais il faut savoir que le tabac est aujourd'hui toujours responsable d'environ 1 cancer sur 3, donc le potentiel est encore toujours existant sur ce sujet. Et enfin, un autre sujet qu'on voudrait potentiellement creuser, c'est celui du numérique, avec son lien avec la santé mentale, et notamment le lien entre exposition aux écrans et symptômes dépressifs et pensées suicidaires qui est de plus en plus documenté. Ce sont pour les études de cas concernant la promotion de la santé, et nous envisageons également d'autres études de cas concernant la prévention primaire, la prévention secondaire ou la prévention tertiaire, par exemple à travers des enjeux de vaccination, de la bronchiolite ou des grippes. Pour les exemples sur la prévention secondaire, par exemple autour du dépistage, il y a plusieurs types de dépistage auxquels on peut penser bien évidemment. Et sur la prévention tertiaire, l'enjeu d'une pratique d'activité physique adaptée par exemple, ou la vaccination contre le zona. Un point essentiel sur lequel on veut insister, c'est que, encore une fois, nous traiterons ce sujet-là à travers des études de cas. Ça ne veut vraiment pas dire, et bien entendu, que la prévention ou la promotion de
de la santé se réduisent à ces études de cas en question. Il y a plein d'autres études qu'on ne va pas prendre en compte et pourtant qui sont très pertinentes. Et encore une fois, on invite les acteurs à utiliser nos outils et nos travaux pour mener les études que nous, on n'aurait pas menées. Sachant que j'insiste sur le point essentiel, qui est que les exemples qu'on va couvrir ont besoin d'avoir une démonstration sanitaire de leurs bénéfices pour que nous, le débat ne porte pas sur les effets sanitaires, mais porte sur nos calculs qui porteront sur les effets climatiques. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. On va faire une très brève conclusion pour résumer un peu tout ce qu'on a dit depuis maintenant 40 minutes, un peu moins. Pour résumer notre approche, on peut la résumer en présentant le parcours de soins du diabète de type 2. Le diabète de type 2, ce qui est spécifique, c'est qu'il va mobiliser un très grand nombre d'activités du système de soins. Par exemple, il va mobiliser des consultations en ville, il va mobiliser des soins infirmiers potentiellement, et en fait, il va mobiliser tout un tas d'acteurs. Et même si on va plus loin, à travers certaines complications, il peut induire des passages aux urgences, des hospitalisations ou des activités chirurgicales. Et en fait, si on veut estimer l'impact d'une politique publique qui va prévenir l'apparition du diabète de type 2, il faut être capable d'estimer l'empreinte carbone d'à peu près tout ça, d'où l'intérêt de notre guide méthodologique et des données que l'on souhaite construire dans le futur. Avec cet exemple, vous comprenez aussi la vision holistique qu'on essaye d'apporter à travers les travaux du Shift et tout son programme santé. Puisque si on reprend l'exemple de la prise en charge du diabète de type 2, ce qu'on observe, c'est qu'il y a à la fois des enjeux autour du juste soin, de la prévention, de la promotion de la santé, mais aussi de la décarbonation des soins, ce qui refait le lien avec nos précédents travaux. Et donc, par exemple, on peut jouer sur le nombre de personnes atteintes, la quantité de soins par patient, ou encore une fois, cette intensité carbone. Et merci beaucoup. Et juste avant de passer à une session de questions-réponses, un mini récapitulatif de ce qu'on a dit. Aujourd'hui, on publie 3 rapports. Le premier, c'est un guide méthodologique qui a pour but d'éclairer à la fois la méthode et dans le futur de fournir des données carbone sur l'ensemble des activités du système de soins. On publie également un rapport sur le juste soin qui fournit un état des lieux des potentiels de décarbonation et qui souhaite dans le futur mettre en lumière des futurs leviers pour mettre en œuvre justement ce juste soin. Et enfin, on publie un rapport sur la promotion de la santé et la prévention des maladies qui a pour but de détailler la méthodologie qui va être appliquée et qui va être développée sur plusieurs études de cas dans nos futurs travaux. Juste avant de vous laisser poser quelques questions, j'en profite d'avoir la parole pour remercier plusieurs personnes. Déjà, je remercie les équipes techniques que vous ne voyez pas mais qui sont bien là, les équipes de communication également, les partenaires qui nous soutiennent depuis le début et puis qui nous conseillent également pour nos travaux. Et enfin, je remercie très chaleureusement tous les experts qui nous ont aidés à publier ce que l'on publie aujourd'hui, qui nous ont aidés depuis le début de nos travaux. Et notamment, je remercie plus spécifiquement les Shifters bénévoles santé qui nous aident en fait au quotidien. Donc, merci beaucoup. Et je vous laisse la parole maintenant à vous. Ça va même être différent. Donc, nous allons passer à une petite phase de questions-réponses. Des questions ont été posées dans le chat depuis le début et on va nous soumettre certaines de ces questions-là. Donc, on va en prendre, je pense, 2, histoire de ne pas dépasser au niveau du temps. Et ensuite, nous serons derrière un ordi pour essayer de répondre à un maximum d'autres questions si vous le souhaitez. Alors, pour commencer, je commence avec une question que je vois. Le dépistage engendre un risque de surdiagnostic. Comment l'éviter? Alors, tout à fait, en fait, ça illustre complètement déjà des notions de juste soin. On souhaite parler du risque d'incidentalome avec un surdiagnostic qui pourrait engendrer des traitements en fait, qui seraient inutiles. Et également, ça illustre assez bien en fait, notre souhait de traiter de parcours de soins dans une vision d'ensemble, pas uniquement de traiter d'un acte médical en tant que tel, mais également de traiter de l'impact que cela peut impliquer, déjà sur les suites, sur les potentielles complications iatrogéniques, et également sur justement ce surdiagnostic. Je me permets de prendre une seconde question qui est la suivante. Alors, n'est-ce pas une simple traduction des économies financières en CO2, sachant que les professionnels ont déjà du mal à suivre les recommandations de la HAS, qu'est-ce qui nous dit que le faire avec le CO2 permettra d'agir? Alors, pour prendre déjà la deuxième question, donc nous, l'objectif, c'est d'éclairer les enjeux à travers, ces questions-là à travers les enjeux énergie et climat. On propose une nouvelle vision, finalement, en tout cas, de regarder ces enjeux-là à travers de nouvelles lunettes qui permettent de rendre visible la vulnérabilité de ce système de santé à des approvisionnements énergétiques, notamment fossiles, et à la nécessité de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc,
même si ça ne permet pas le changement, en tout cas, ou de comparer du juste soin entre eux, ou de comparer des préventions, de politiques de prévention entre elles, ça permet au moins de mettre le doigt sur cette vulnérabilité et d'essayer de potentiellement de la réduire tout en maintenant finalement l'activité en question qui est celle de soigner. Et après, n'est-ce pas simplement une traduction des économies financières en CO2 ? Nous allons essayer de le démontrer et de voir si ça va dans le même sens. Il faut savoir que ce n'est pas systématique. On peut avoir certains traitements qui vont être plus chers, qui vont être moins chers, certains médicaments également qui vont être plus ou moins chers et qui peuvent donner lieu à des émissions de gaz à effet de serre qui vont être assez différentes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'éclairer à travers nos travaux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous allons passer à une deuxième partie qui va porter sur un autre projet que lance le Shift avec les Shifters cette fois-ci, qui est celui de la grande consultation santé des infirmiers, des médecins et des pharmaciens. Et je passe la parole à Catherine et Thomas pour ce sujet. Merci. Donc merci Mathis, merci Baptiste pour cette belle présentation. Grand bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes ici avec Catherine pour vous présenter le lancement de la grande consultation en santé 2026. Avant de commencer, on va vous présenter l'équipe. C'est une équipe, ici c'est les principaux acteurs, mais il y a encore beaucoup de monde derrière. On a à peu près une dizaine ou même voire une vingtaine de bénévoles derrière pour pouvoir mettre en place cette grande consultation. Donc, si je les nomme ici, il y a Paul Arnal, médecin, donc Catherine Azoulay, que vous verrez tout à l'heure, également médecin, Xavier Perret-Ducré, Shifters, Mona Poulain, donc chargée de la communication, Emma Stocking, qui est la référente de la grande consultation au niveau du Shift, et Mathis et Baptiste, que vous avez eu le plaisir de voir à l'instant. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet sur la consultation santé, je voudrais revenir sur le pourquoi le Shift doit consulter. En fait, il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de nourrir et enrichir nos travaux de recherche en interrogeant les premiers concernés sur leur rapport aux enjeux énergétiques et climatiques, en particulier sur leur motivation à agir, leurs freins et leurs besoins. Le deuxième point, c'est pour mobiliser et embarquer de nouvelles catégories de professionnels au-delà des cercles de personnes déjà sensibilisées. Et en dernier, c'est de porter les résultats de ces grandes consultations dans l'espace médiatique pour éclairer le débat public. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 3 grandes consultations qui ont été menées. La première en 2024, qui est la grande consultation des agriculteurs. Puis il y a eu celle sur le sport en 2025. Et il y a quelques semaines, il y a eu la restitution de la dernière consultation en cours, qui était la grande consultation des maires et des élus municipaux. Et maintenant, c'est au tour de la grande consultation en santé. Donc, si je reviens un peu plus en détail sur pourquoi une consultation en santé. Eh bien, le secteur de la santé, il est vraiment au cœur des enjeux climatiques et énergétiques. D'une part, il contribue à émettre des gaz à effet de serre, et comme vous avez pu le voir, si vous avez suivi les différents travaux du Shift depuis le 2020, il est fortement dépendant de l'utilisation du pétrole et du gaz. Et la deuxième raison, c'est que le système de santé, tant par ses infrastructures que par ses acteurs, donc les professionnels de santé, doivent gérer les conséquences sanitaires qui sont liées à la dégradation du climat. Donc pour cela, ce qu'on veut faire, c'est étudier. Et pour étudier, il va falloir qu'on comprenne même les connaissances, les motivations et les besoins des professionnels de santé sur le terrain et sur les enjeux énergie, climat et santé, bien sûr. Donc cette consultation, c'est une consultation nationale qui a une visée scientifique et indépendante. Dernier point pour cette consultation, c'est que l'idée, c'est de mettre en valeur et en lumière l'opinion des premiers concernés, les professionnels de santé. Et avec les résultats de cette consultation, c'est de créer un instrument de plaidoyer sur le sujet de la transition en santé. Et avec ce plaidoyer, bien évidemment, c'est amener ces enjeux dans le débat public à horizon 2027. Si je parle des cibles, qui allons-nous sonder, si je puis dire? La grande consultation santé de 2026 s'adresse à aujourd'hui 3 catégories de professionnels de santé. Les infirmières et les infirmiers, les médecins et les pharmaciennes et les pharmaciens. En tout, on approche à peu près le million de personnes que l'on veut sonder, ce qui est un chiffre relativement, même plus que relativement important.
Si je donne un peu plus d'informations avant de passer la main à Catherine pour parler plus de la diffusion, comment va se dérouler cette grande consultation? Il y a 3 phases dans cette consultation. La première phase, c'est une phase qualitative qui est faite sous forme d'entretien individuel. Cette phase-là a déjà démarré et je tenais à remercier les shifters et les intervieweurs et les intervieweuses qui ont mené un travail formidable jusqu'à présent. Il y a a priori pour l'instant déjà une vingtaine d'entretiens qui ont été faits et qui vont être poursuivis au mois d'avril. Une deuxième phase qu'on appelle la phase quantitative, qui est sous la forme d'un questionnaire qui a été déjà mis en ligne depuis ce matin. Et je tenais d'ailleurs à remercier notre partenaire technique qui nous accompagne depuis le début, depuis la grande consultation des agriculteurs, la société Le Sphinx. Et donc la dernière phase, ça va être bien sûr de consolider l'ensemble de ces résultats pour pouvoir les restituer et les porter à l'avenir. Si je parle calendrier, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, donc la mise en ligne du questionnaire est déjà prête. Et donc depuis ce matin 10h, le questionnaire est déjà en ligne. Catherine parlera plus en détail de comment accéder à ce questionnaire. Une chose importante, c'est que ce questionnaire, on peut le remplir, on peut y participer soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone, soit sur une tablette. Pendant les phases de test de ce questionnaire, on a eu des retours terrain comme quoi si c'est possible pour vous, il est préférable de privilégier le répondre sur l'ordinateur parce que c'est plus confortable que sur un téléphone ou une tablette. Mais bien évidemment, vous pouvez également le faire sur téléphone. Quant à la restitution, pour le moment, elle est programmée pour le 4e trimestre 2026. Bien évidemment, si tout le monde répond d'ici 2 mois, on pourra le faire plus tôt, mais dans ces cas-là, ce serait vraiment très bien et ça va dépendre justement de tous les partenaires de diffusion dont Catherine va nous parler juste maintenant. Merci. Oui, alors un point très important, évidemment, c'est la diffusion de ce questionnaire, puisque vu l'ampleur de la cible, vous vous doutez bien que nous devrons, c'est obligatoire, nous appuyer sur un très grand nombre de partenaires de diffusion. Et déjà, plus d'une 60aine nous ont rejoints et nous les remercions de leur confiance. Ce sont des ordres, des sociétés savantes, des institutions, des associations professionnelles, des syndicats professionnels, des groupes d'établissements de santé, la presse spécialisée et bien entendu, là aussi, nous savons pouvoir nous appuyer sur tous les bénévoles shifters, qu'ils fassent partie du cercle thématique santé ou de groupes locaux sur tout le territoire. Alors, pourquoi répondre à cette consultation? En fait, plusieurs avantages. Répondre à cette consultation, d'abord, c'est contribuer. C'est faire valoir son avis, ses préoccupations, ses besoins propres face au changement climatique. C'est faire état du retentissement sur ses patients, sur ses pratiques professionnelles et surtout, c'est se donner la chance d'obtenir des réponses et des solutions à ses vrais besoins de terrain. Répondre à cette consultation, c'est aussi soutenir nos patients, soutenir nos pairs, soutenir notre société savante, notre association professionnelle ou notre institution qui nous aura fait connaître et qui aura partagé ce questionnaire. Et bien sûr, c'est aussi soutenir les travaux scientifiques des 2 associations reconnues sur le sujet et indépendantes, le Shift Project et les Shifters. Répondre à cette consultation, enfin, c'est aussi influencer le débat public à horizon 2027 pour des décisions publiques fondées aussi sur notre propre expérience. Le nombre de répondants doit être important. C'est une nécessité car plus nous aurons de voix, plus nous aurons de poids. À ce stade, peut-être êtes-vous en train de vous demander si vous ne nous rejoindriez pas comme partenaire. Et vous êtes évidemment les bienvenus. Devenir un partenaire de diffusion de ce projet, c'est contribuer aux efforts communs nécessaires à la lutte contre le changement climatique dans le secteur de la santé. C'est aussi contribuer à identifier les problématiques spécifiques de notre profession et aussi à l'enjeu majeur, éthique, de cette consultation. Nous rejoindre comme partenaire, c'est soutenir ses membres, ses adhérents, ses correspondants face au changement climatique en leur donnant la parole. C'est soutenir la résilience du système de santé français et c'est aussi soutenir
nos travaux. Enfin, nous rejoindre comme partenaire, c'est influencer, c'est avoir la certitude de porter ce sujet dans le débat public à horizon 2027 pour des décisions pragmatiques fondées sur l'expérience terrain de vos membres, dans le cadre d'une consultation scientifique et d'ampleur nationale. Alors, pour les plus pressés d'entre vous, pour les plus intéressés, nous déclarons la grande consultation santé ouverte. Vous pouvez d'ores et déjà scanner ce QR code ou utiliser le lien qui vous a été communiqué tout à l'heure pour plus de confort sur votre ordinateur. Plus nous serons nombreuses, plus nous serons nombreux à répondre à ce questionnaire et plus les résultats de cette consultation pourront faire entendre notre voix à tous. Alors d'autres que nous ont des messages à vous passer sur ce sujet. Merci Lucas pour la vidéo et nous leur passons la parole dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Jancovici et je suis président d'une association qui s'appelle le Shift Project. Notre activité consiste à réfléchir sur la façon dont notre pays peut fonctionner avec de moins en moins de gaz, de pétrole et de charbon qu'on appelle les combustibles fossiles. Pourquoi la santé ? Eh bien parce que la santé, dans le monde industriel dans lequel nous vivons, est devenue, elle aussi, extrêmement dépendante des machines, donc de l'industrie. Celles et ceux d'entre vous qui travaillent dans un hôpital ou qui y sont déjà passés, ce qui fait quand même beaucoup de monde, s'en seront rendus compte. L'hôpital, aujourd'hui, c'est un gigantesque assemblage de machines, servis par des machines situées dans les industries qui fournissent les appareils d'imagerie, les réactifs, les instruments de chirurgie, les poches et j'en passe. Dit autrement, 8% de l'impact sur le climat d'un Français, c'est la façon dont il est soigné. Alors vous allez me dire, se soigner, c'est absolument essentiel. C'est tout à fait le cas. Mais si nous sommes dans un monde dans lequel nous avons de moins en moins facilement accès au pétrole, au gaz et au charbon, il va quand même falloir continuer à pouvoir se soigner. Et donc, il est souhaitable de réfléchir à la manière dont on peut le faire avec de moins en moins d'émissions ou de moins en moins de combustibles fossiles. C'est exactement pareil. Quand nous travaillons sur un sujet, nous ne le faisons jamais seuls. Ça n'aurait pas de sens. Nous le faisons toujours en partenariat avec les professionnels du secteur. Mis bout à bout, les professionnels de santé représentent presque 1 million de personnes. Plus d'un demi-million d'infirmiers, un quart de million de médecins, 100 000 pharmaciens, et nous avons décidé de lancer une grande consultation auprès de ces personnes, essentiellement médecins, infirmiers, pharmaciens, pour vous demander ce que les enjeux environnementaux signifiaient pour vous. Les liens entre la santé et le changement climatique sont importants. On pense immédiatement aux conséquences sanitaires des catastrophes climatiques, mais il y a aussi des liens entre des politiques qui cherchent à promouvoir la santé et qui, dans le même temps, diminuent les émissions de gaz à effet de serre, donc l'impact climatique. La lutte contre la sédentarité, la promotion des mobilités actives, l'isolation des bâtiments, ce sont des politiques qui améliorent la santé de nos concitoyens et qui diminuent les émissions de gaz à effet de serre. Nous, les infirmières et infirmiers, sommes en première ligne face aux conséquences des changements climatiques. C'est pourquoi nous vous invitons à participer à cette grande consultation santé et à faire entendre votre vécu et vos besoins face aux enjeux climatiques en santé. La santé est indissociable de l'environnement. Or, cet environnement change et vite. Si on veut continuer à soigner au mieux et informer nos patients qui nous font confiance, alors nous, en tant que médecins, on se doit de ne pas fermer les yeux sur ces changements et au contraire les intégrer dans nos prises en charge. Du fait que le secteur des médicaments et des dispositifs médicaux soit à l'origine de la moitié de l'impact carbone du secteur de la santé en France, il est primordial qu'en tant que pharmaciens, nous participions à cette grande consultation pour préparer le métier aux enjeux futurs. L'idée est de recueillir la façon dont vous comprenez ces enjeux, dont il vous semble ou pas important, dont il vous semble nécessaire ou pas de vous en occuper au niveau de votre profession. Et le retour que nous pourrons avoir sera extrêmement utile pour enrichir les préconisations. Et bien évidemment, nous rendrons les résultats publics. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous êtes professionnel de santé, répondez, ça nous sera extrêmement utile. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir visionné cette vidéo. Nous allons prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat. Vous avez ici, va apparaître l'adresse mail de contact. N'hésitez vraiment pas à prendre lien avec nous.
quelle que soit la raison, que vous souhaitiez avoir des précisions sur le travail, que vous souhaitiez y contribuer ou que vous souhaitiez nous aider. Alors, on va prendre la première question. Pourquoi seulement sonder les médecins, les infirmiers et les pharmaciens? C'est une question qu'on a souvent. Effectivement, nous avons dû faire des choix. Nous n'avons pas prévu d'interroger les dentistes, les kinés, les sages-femmes. Nous sommes déjà là sur une cible énorme de 900 000 personnes. Nous sommes 2 associations. Nous avons donc les ressources que nous avons en hommes et en moyens. Par contre, comme il vous a été dit tout à l'heure, le Shift Project a l'habitude de créer des modèles qui seront reproductibles par d'autres. Le questionnaire sera public et donc le même type d'enquête sera reproductible si nous ne faisons pas un second volet sur d'autres professions. Et nous avons donc une autre question. Je vais remettre mes lunettes. Les industriels sont-ils inclus? Donc la réponse est simple, oui. Donc les industriels, donc les médecins, pharmaciens et même infirmières qui travaillent dans l'industrie sont bien sûr inclus et on les appelle bien évidemment à cliquer sur le lien ou à scanner le QR code pour répondre à ce questionnaire, avec grand plaisir. Donc voilà. Et si vous avez d'autres questions, comme le disait Catherine, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail qui est affiché, ou qui non, pas un mail, mais le mail qui devrait être affiché, voilà, et on répondra aux autres questions si vous en avez. Et on vous tiendra bien évidemment au courant au fil des réponses et aussi pour la date à laquelle nous ferons la restitution au 4e trimestre. Bonne fin de journée et bonne fin de webinaire. Nous laissons la place au prochain intervenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, un grand merci au Shift Project de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de parler du parcours patient et de l'empreinte carbone du parcours patient de ce qu'on fait à la PHP. Moi, c'est Inès de Maisoncelles. Donc, je suis chef de projet dans le département transformation environnementale et santé, transformation écologique et santé environnementale à la PHP. Et donc, je vais vous parler un petit peu des outils et des projets qu'on mène à l'AP pour essayer de décarboner le parcours de soins. Et surtout, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Carbone, mais aussi de tous les projets qu'on a menés avec. C'est parti de quoi c'est décarboner le parcours de soins? C'est parti d'une demande de la commission médicale de notre établissement, la commission développement durable de cette CME, qui s'est rapprochée de notre département et qui nous a demandé de collaborer pour essayer de construire un outil de calcul de l'empreinte carbone d'un parcours de soins. Évidemment, le problème, c'est qu'on avait déjà des outils. On a notre bilan carbone qu'on fait à l'AP depuis 2019, mais c'est une approche hyper macroscopique qui n'est pas du tout, qui n'est pas très intéressante sur le terrain et pour les soignants, qui ne traduit pas les spécificités des différentes activités. Il y a beaucoup de questions qui étaient sans réponse. Et puis, il y avait très peu de données sur les produits de santé. Donc, on a décidé de développer cet outil. L'objectif, c'était d'aider nos professionnels de terrain de la PHP, mais pas que. En fait, vous verrez que notre outil, il est accessible à tout le monde. De les aider à prendre des décisions et à développer et à mettre en place des bonnes pratiques environnementales, de valoriser les professionnels qui font beaucoup de choses, mais qui sont un petit peu tout seuls parfois et qui ont tendance à se décourager, d'avoir quand même une façon de les récompenser et de reconnaître leurs efforts, et puis de convaincre bien sûr les autres, parce que l'idée, c'est quand même bien sûr de convaincre tout le monde de mettre en œuvre des actions qui soient documentées, prouvées, efficaces. Donc nous, on a développé un outil qui s'appelle Carbone, qui est gratuit en libre accès, et qui est un outil Excel avec lequel il y a un lien. Je ne vais pas détailler 1000 ans, parce que l'idée, c'est quand même de vous donner des exemples de ce qu'on fait à la PHP. Donc tout est disponible sur ce lien de téléchargement. Et il y a aussi une base de données de calcul qu'on a déjà menée à date. La méthodologie de l'outil, comme le préconise le Shift, l'outil il décompose un parcours de patient en briques. Et pour chacune de ces briques, on associe un facteur d'émission, soit qui existe déjà parce qu'il est dans notre base partagée, parce qu'un professionnel l'a déjà calculé, soit dans ce cas-là, il faut le calculer, il faut s'y coller. Il faut le calculer avec l'outil, ce que cet outil permet de faire. Il y a, bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur la méthodologie parce que c'est assez technique, mais tout est disponible sur notre guide et vous pouvez aller la regarder en détail. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur des standards internationaux, on n'a pas fait ça tout seul dans notre coin.
Et puis, on a deux grands indicateurs, les émissions de gaz à effet de serre, et on a aussi rajouté les déchets générés. Donc, on n'est pas tout à fait sur de la vraie ACV, mais on a 2 indicateurs qui sont quand même importants. Et on a quelques limites, bien sûr, parce que on utilise beaucoup d'hypothèses par défaut, et donc on n'a pas toujours toutes les données fournisseurs qu'il faudrait pour faire une ACV, vraiment une analyse de cycle de vie parfaite. Donc, on utilise beaucoup d'hypothèses par défaut, donc il y a un petit peu de limite, un petit peu plus d'incertitude dans nos calculs. Mais là, l'incertitude est toujours calculée. Donc voilà, l'idée c'était surtout de vous présenter un petit peu les projets que ça a fait naître à la PHP. C'est pas une liste exhaustive que vous avez, mais vous pouvez voir qu'un petit peu tous nos hôpitaux sont concernés et ont commencé à mener des projets. Je vous ai fait un petit panorama des grands projets, des grandes catégories de projets qui sont menés, ou des questions qu'on se pose à la PHP, et d'ailleurs pas du tout qu'à la PHP, parce qu'on a aussi des questions en dehors de la PHP. Il y a beaucoup de projets autour du médicament et surtout de son mode d'administration. Donc, beaucoup de questions, évidemment, sur la comparaison entre les formes injectables et les formes orales. On a même, si on a bien démontré aujourd'hui que les formes orales étaient quand même, a priori, beaucoup plus intéressantes d'un point de vue environnemental. Sur les modalités d'administration, il y a pas mal de choses aussi. Il y a eu beaucoup de travaux menés, je sais pas, par exemple, sur la perfusion en continu intermittente prolongée des antibiotiques, donc les façons d'administrer les médicaments. Que ce soit en fréquence, en dosage, etc. Donc, il y a des études qui ont été menées et qui sont encore menées. Et après, il y a des études, il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'est pas toujours capable de répondre, pour être très honnête, sur la comparaison entre des spécialités entre elles. On a beaucoup de mal à le faire parce qu'on manque beaucoup de données fournisseurs. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut faire des travaux un petit peu plus poussés. Par exemple, sur le conditionnement, le packaging. Je vous ai mis l'exemple des biosimilaires là, mais on peut voir que effectivement, il y en a qui sont administrés sous forme de stylo ou de seringue. Et évidemment, ça n'a pas exactement le même empreinte carbone. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir émettre des recommandations. Sur le dispositif médical, et le consommable, pareil, il y a beaucoup de questions évidemment sur le réutilisable par rapport à l'usage unique. Beaucoup d'études là-dessus. Et là, je vous ai mis quelques exemples de dispositifs qui peuvent être visés. Il y a des dispositifs très simples, entre guillemets, comme les cupules, les cale-dents, voilà, des choses un petit peu plus simples et des choses beaucoup plus complexes comme l'endoscope à usage unique, qui se déploie énormément aujourd'hui. Des alaises, des draps, voilà, il y a aussi tout ce qui est linge, bien sûr, voilà. Donc, il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de questions sur la pertinence et le bon usage. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur les gants. Il reste plein de choses à faire, mais effectivement, on se rend compte qu'en fait, en changeant notre usage et le portage de gants, on peut déjà faire vraiment des grands progrès en termes d'empreinte carbone. Sur les kits opératoires, et en fait, si on sort un tout petit peu du soin aussi dans l'hôtelier, il y a, en tout cas à l'hôpital, il y a aussi des choses à faire, et on a travaillé avec les équipes d'hygiène sur la fréquence des renouvellements des flexibles de douche, par exemple, voilà, pour faire des économies. Il y a bien sûr, donc ça, c'est beaucoup pour le dispositif médical et pour le médicament. Mais en fait, tout ça s'intègre souvent dans un acte et dans le parcours de soins. Et donc là, pareil, on nous pose souvent les mêmes questions. On nous demande, sur certains parcours ou certains actes de soins, d'identifier des hotspots, donc savoir qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans mon parcours et sur quoi je dois travailler en priorité. Donc par exemple, on a travaillé avec des services de réanimation médicale, notamment celui de Mondor, pour identifier un petit peu les médicaments, les top 40 des médicaments qui sont les plus émetteurs. Pareil pour les dispositifs médicaux. Et puis en fait, ça a généré plein de sous-projets parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, leur top 40, il n'était pas si intuitif que ça. Et donc à partir de là, ils ont plein d'idées. Pareil en biologie, donc on a identifié, en fait, on a un test biologique dans un laboratoire de biologie, c'est extrêmement vaste, il y a plein d'étapes, et on a un peu mieux compris où est-ce qu'étaient nos principaux hotspots pour pouvoir mettre en place des actions un peu prioritaires et pas partir dans tous les sens. Il y a plein de questions qui comparent plusieurs techniques. Que ce soit donc dans le soin, vraiment faire le même acte, on peut le faire parfois de façon différente, à condition bien sûr que ce soit la même qualité de soin pour le patient. Hein. On raisonne toujours à qualité de soin égale, mais il y a parfois plusieurs façons de faire ce soin et on se pose beaucoup la question en termes d'empreinte carbone. Donc on se pose beaucoup de questions. On a par exemple encore en réanimation médicale, on a la question de faire la dialyse de façon intermittente ou continue. On est en train d'essayer d'évaluer les deux techniques qui sont très différentes d'un point de vue technique. Dans un laboratoire de pharmacologie, on va avoir les différentes techniques de réaliser le même test. Plusieurs techniques. Par exemple, en pharmacologie, on peut utiliser la spectrophotométrie de masse ou des techniques immunologiques et qui vont être tellement différentes que c'est extrêmement difficile de savoir laquelle est la plus impactante et vers laquelle il faudrait qu'on aille.
On essaye aussi de vérifier certaines assertions d'industriels, parce que évidemment, ça va être l'environnement, l'empreinte environnementale est un argument pour choisir ces dispositifs médicaux ou médicaments. Et donc, on aimerait bien être capable, être en mesure de pouvoir challenger ce que disent les industriels. Et c'est ce qu'on fait dans certains cas. On a un exemple dont je vais vous parler après sur l'élimination des liquides biologiques au bloc opératoire, ou l'exemple de l'Aqua-Typhoon, qui est un dispositif de pré-désinfection des endoscopes. Voilà, ce type de technologie qu'on essaye de regarder si effectivement ça a un gain environnemental. Et puis la juste prescription, bien sûr, c'est un volet extrêmement important. Par exemple, quand on travaille beaucoup avec nos laboratoires de biologie ou avec nos services d'imagerie pour mesurer l'empreinte carbone des examens. Et pour ainsi, après, derrière, ensuite faire de la sensibilisation en disant aux prescripteurs, en fait, quand vous prescrivez systématiquement une NFS, ça a un impact. On sait très bien aujourd'hui que y a vraiment un pourcentage non négligeable, je crois que c'est autour de 30% des examens qui sont demandés, qui sont même pas regardés par le prescripteur derrière. Donc voilà, à l'hôpital, on a quand même des grands progrès à faire sur ce point-là, et on se dit que l'argument environnemental, ce sera un argument de plus. Il y a beaucoup de projets autour des procédures de désinfection, autour du bio-nettoyage. Il y a plein de choses sur la stérilisation à froid, des questions, beaucoup de questions. Sur le transport, évidemment, c'est un grand sujet, sur la téléconsultation d'anesthésie. Voilà, donc c'était un peu pour vous montrer un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser, avec lesquelles on peut répondre avec ce type d'outils. Et je rajouterais juste, et toutes ces études, elles sont disponibles, que on peut, ce qui est très important, c'est quand même de coupler ces études à d'autres indicateurs, et notamment bien sûr le coût financier et le coût humain. C'est ce qu'on fait quasiment tout le temps dans toutes les études. Et dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que on s'est rendu compte, en fait, en faisant cette étude petit à petit, que c'est quand même assez contextuel et que malheureusement, les recommandations qu'on va formuler, elles sont pas toujours adaptées à tous les contextes. Et donc c'est l'exemple d'une étude qu'on a faite sur les endoscopes à usage unique. Globalement, on sait que l'usage unique, c'est quand même pas terrible d'un point de vue environnemental, mais dans ce cas-là, on s'est rendu compte que sur ce service précis, l'usage unique était pas si mal, parce qu'il y avait un volume très faible d'activité et qui nécessitait quand même de ouvrir un certain nombre de litres de désinfectants qui ont une durée maximum en fait de conservation, et donc on était obligé de jeter tous ces désinfectants pour désinfecter seulement 3 urétéroscopes dans la semaine. Donc en fait voilà, il faut quand même se dire que en fait les recommandations, elles dépendent beaucoup du contexte et de l'activité et de l'organisation de l'hôpital. Et donc il faut toujours être un peu précautionneux. C'est important d'avoir des outils pour pouvoir calculer une pratique qui est liée à son contexte à soi. Voilà. Merci beaucoup Inès. On a quelques questions à poser. Alors on en aurait même beaucoup, mais il va falloir faire des choix. On m'a dit une, donc du coup je vais en poser 2. J'aimerais savoir, parce que l'outil carbone est maintenant de plus en plus connu, mais on a l'impression aussi parfois qu'on vit un peu dans une bulle et que on n'est pas forcément au même niveau d'information. Donc première question rapide, est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité pour utiliser votre outil ? Oui, on est très sollicité. Il y a vraiment beaucoup de projets. Donc c'est un vrai sujet pour nous de réussir à répondre à tout le monde et que les personnes puissent être un petit peu plus autonomes et un petit peu moins besoin de nous. Mais on est très sollicité, et le point, c'est que quand même, du coup, ça intéresse pas mal de gens. Il y a beaucoup de soignants qui sont très intéressés par cette problématique et qui ont envie de mettre en place des choses, mais qui savent pas très bien toujours par où commencer. Donc c'est pas mal d'utiliser ce type d'outils pour savoir ce qu'on doit faire. Deuxième point, du coup, est-ce que vous, pour continuer à développer cet outil, vous avez aujourd'hui des freins ou des difficultés que vous avez besoin de lever, et quelles seraient-elles rapidement ? On en a plusieurs, oui, bien sûr. Il y a un petit sujet, c'est extrêmement compliqué parce que c'est quand même assez technique comme sujet, et en même temps, on a envie que ça se démocratise et que ce soit accessible à tout le monde. Donc on a un enjeu de rendre cette méthodologie accessible à tout le monde, mais ça reste technique. On a quand même envie que la qualité des données, elle reste. Moi, je pense que c'est aussi tout ce que le Shift se bat pour ça, exactement la même chose. Donc on est sur le même combat, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des données fiables ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui sont sorties qui sont pas toujours à la hauteur, pour pouvoir avoir des recommandations qui sont vraies, qui sont justes, et donc ça c'est quand même un vrai sujet pour nous. Et puis après on a un sujet de temps.
honnêtement, de temps que ce soit de notre côté, mais côté soignant, les soignants manquent de temps pour pouvoir s'emparer de ce type de sujet. Ça prend du temps en fait de défricher un projet et de se mettre à faire la transition écologique. Ça prend du temps. Donc il faut un petit peu plus de temps et donc ça faut que ça rentre dans nos organisations. Mais il y a des dispositifs qui fonctionnent pas mal à l'hôpital. Il y a la prime d'engagement collectif, il y a des choses qui marchent bien. J'espère qu'on va les maintenir et qu'on va les renforcer parce que ça fonctionne extrêmement bien. Moi, j'ai plein d'exemples en tête. Merci beaucoup, Inès, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais vous parler un petit peu de pertinence de soins, parcours de soins. Il y a eu la première partie sur mieux soigner, mieux prévenir. Et donc, c'est un petit peu aussi ce que l'on avait mis en place depuis quelques années et la réflexion sur la pertinence des soins. Donc, l'éco-conception des soins, c'est un concept qui vient en fait de l'industrie et des services pour pouvoir avoir une analyse du cycle de vie complet, soit d'un produit, soit d'un service, de la conception, de la fabrication, l'utilisation jusqu'à la fin de vie. L'idée, c'est d'avoir la même réflexion pour un soin et de concevoir un soin pour de la même qualité et la même sécurité, mais qui prend du coup l'impact environnemental en considération, et donc c'est d'avoir ces analystes de cycle de vie. Donc on vient d'avoir là une présentation de l'outil carbone, diapositive suivante. En fait, quand on commence à parler éco-conception des soins, j'aime pas ce terme parce qu'on parle du soin, et le meilleur soin c'est celui qu'on n'a pas besoin, la meilleure énergie c'est celle qu'on n'utilise pas, donc le meilleur soin c'est celui qu'on n'a pas besoin. Et donc en effet, dans l'éco-conception des soins, la prévention, toute la première partie de ce webinaire, est important pour réduire la part des soins nécessaires. Et après, quand la pathologie est réellement là, quand il y a un soin à apporter, la question est de se poser comment on peut optimiser l'ensemble du parcours du soin pour qu'il soit le plus pertinent au niveau du soin des patients, mais aussi maintenant en termes d'impact environnemental. Donc c'est pour ça que la sémantique, j'aime pas trop l'éco-conception des soins ou les éco-soins, il faut trouver un terme qui prend en considération cette dimension de prévention et de pertinence. Diapo suivante. Et la problématique, c'est en effet quand on parle d'analyse de cycle de vie, il y a 18 items. Est-ce que l'on parle que du carbone? Si on parle du carbone, eh bien on a aligné une phase du Rubik's Cube. L'outil carbone disait qu'elle prenait en compte en plus les déchets. En santé, on utilise beaucoup d'eau, on utilise des médicaments, donc il y a aussi l'impact des toxiques. Diapo suivante. Donc la question, c'est aussi comment on peut avoir un indicateur qui ne prend pas en compte que le carbone. Donc juste pour vous parler de quelques exemples, voilà, alors moi je fais plutôt de la chirurgie du foie et du pancréas avec des pathologies malheureusement cancéreuses, avec des parcours qui peuvent être un peu longs. Et donc depuis 2015, voilà, une dizaine d'années, je m'étais préoccupé à pas du tout l'impact environnemental de mes parcours de soins, mais comment je pouvais réorganiser mes parcours pour qu'ils soient plus rapides, plus pertinents. Diapo suivante. Et donc, on a organisé sur le modèle de ce que faisaient les centres anticancéreux pour le cancer du sein, des consultations en une journée. Je vois le malade en consultation, j'ai des possibilités de scanner ou d'IRM le même jour, je revois le malade après, et désormais infirmière pour consultation d'annonce, prise en compte, diapo suivante. Voilà, donc la question c'est comment on analyse tout ça. Donc voilà, donc mise en place de sport, diététicienne, consultation psy, voilà, donc tout ça dans une journée
pour pouvoir raccourcir les délais et prendre en charge de façon plus optimale, éviter les délais qui sont longs et du coup le chirurgien qui a besoin de redemander un scanner, pas parce qu'il veut redemander un scanner, mais parce que entre le premier scanner et le bloc opératoire, il peut y avoir parfois 2 mois et la maladie peut avoir progressé. Donc voilà, donc c'est comment on peut réduire ces délais pour aussi réduire la redondance de certains examens. Diapo suivante. Et donc, je me suis posé la question, donc voilà, il y a une dizaine d'années, comment on peut analyser la pertinence des parcours de soins. Et un des modèles, c'est ce qu'on appelle the value-based healthcare, la valeur en santé, c'est de se dire, il y a les données cliniques que le patient, on lui apporte par les soins, durée de survie, les complications, la mortalité, les effets secondaires, enfin voilà. La deuxième, c'est ce que ressent le patient dans son parcours et la qualité de vie et les résultats apportés au patient. Parce que opérer un patient d'une prothèse de hanche, vous pouvez avoir de très bons résultats. Chirurgie, courte hospitalisation, bons résultats des amplitudes d'abduction, de mobilité et tout ça. Mais en fait, le patient était marathonien et n'arrive pas à refaire un marathon. Vous lui avez apporté un résultat clinique, mais en termes de qualité de vie, c'est pas tout à fait à ses attentes. Par contre, le petit papy de 85 ans qui veut juste faire 300 mètres pour aller chercher sa baguette le matin, eh bien lui, vous lui avez redonné cette mobilité, il est très très satisfait. Même si sur les mobilités cliniques, on est un peu moins. Donc l'évaluation de la pertinence des soins, c'est à la fois clinique et à la fois du ressenti des patients par cette qualité de vie. Diapo suivante. Et donc l'idée, c'est dans l'avenir d'y associer aussi l'impact environnemental, d'avoir quel est cet impact en plus, et de se dire comment on peut mixer sur un parcours de soins de bons résultats cliniques, de bons résultats pour le patient et le moins d'impact environnemental. Diapo suivante. Donc voilà, donc c'était un peu la réflexion qu'on avait eue au sein du CERES, des sociétés savantes, de se dire que ça va devenir un impact de pertinence, l'impact environnemental. Diapo suivante. Et l'idée, c'est d'avoir des résultats en vie réelle, de pouvoir collecter ces données cliniques de qualité de vie et aussi des impacts environnementaux en temps réel, ce qui fait que quand on modifie une pratique, on peut avoir rapidement l'impact que l'on a, ou si on peut se comparer un établissement par rapport à un autre sur les résultats cliniques, les résultats patients, mais aussi environnementaux, eh bien on peut voir aussi la différence d'un établissement par rapport à un autre, d'un parcours par rapport à un autre, et donc dans cette idée de ce que l'industrie a aussi de circuits de qualité, d'analyse de la qualité, bien d'avoir le même chose et de dire comment je peux en vie réelle avoir l'impact de mes modifications, mes innovations, qu'elles soient soit organisationnelles comme j'ai fait voir, soit une nouvelle façon d'opérer par exemple, ou un nouvel outil, et on peut voir tout de suite aussi le résultat sur ces 3 dimensions. Diapo suivante, c'est pour vous dire que justement, au sein d'un institut INSERM où on fait de la recherche fondamentale, on a pu mettre en place depuis une dizaine d'années une équipe qui était pertinence des parcours de soins et qui depuis 1 an est devenue du coup pertinence des parcours de soins et transition écologique pour essayer justement d'analyser nos parcours sur ces 3 dimensions. Diapo suivante. Voilà, et puis ça c'est juste pour faire voir quelques publications de l'équipe. Diapo, c'était pour, je pense, conclure et vous remercier, et de dire qu'en effet, il faut un juste soin, et surtout un juste parcours du soin, parce que c'est pas juste un acte, un parcours de soin, c'est toute une organisation, une coordination entre les professionnels, et c'est tout ça aussi, une meilleure organisation, qui permettra d'améliorer le parcours sur le ressenti patient, mais aussi sur son impact environnemental. Merci beaucoup. Un grand merci, Patrick. Tu es... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un écho. Tu es aujourd'hui représentant, président, même fondateur d'une association qui s'appelle le CERES. Tu as donc dû, d'une certaine manière,
enrôler et convaincre, au sens de la tour, sur ces sujets. Quels ont été en fait tes arguments principaux pour pouvoir s'adresser à tes pairs? Comment tu as réussi à embarquer avec toi d'autres sociétés savantes? Et quels sont de ton point de vue les arguments les plus impactants pour pouvoir embarquer et travailler ensemble du côté médical et clinique sur ces sujets? Alors, le CRS a été créé parce que justement certaines sociétés savantes s'étaient commencées à s'intéresser, et les anesthésistes en premier, de l'impact environnemental de nos parcours de soins. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand là j'ai fait voir un parcours de soins, on n'est pas tout seul dans son coin, le chirurgien tout seul dans son coin pour travailler. Et quand il y a un parcours de soins, il y a plusieurs acteurs, plusieurs professions. Au bloc opératoire, c'est un exemple même. Il y a les anesthésistes, les hygiénistes, les pharmaciens. Et si on veut travailler, il faut qu'on travaille ensemble. Et donc l'idée, en effet, ça a été à partir de ces premiers pionniers de lancer ce collectif pour travailler en commun sur des parcours qui nécessitent l'interprofessionnalité. Donc voilà, donc c'est ça. Et donc quand on a commencé à créer ça, d'autres sociétés se sont dit aussi, en effet, nous on a des sujets spécifiques, mais il faut qu'on rallie. Et donc je pense que ça a motivé d'autres sociétés à faire le pas. Et puis l'argument c'est alors c'est plutôt l'argument, alors c'est pas un argument économique, mais en effet c'est on travaille avec la HAS, des recommandations de bonnes pratiques, de bons soins. Il manquait une dimension, et les gens se sont rendus compte que justement agrégé autour de la transition écologique, on parle de pertinence, on parle de prévention, voilà, et donc c'est un sujet qui permet d'agréger différents éléments, et du coup ça permet de rallier les forces. Voilà. Donc c'est plutôt le sujet qui permet de rallier, et après avec quelques bons exemples, quelques équipes qui ont déjà lancé des choses, les gens suivent. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je propose maintenant d'accueillir Grégoire de Lagasnerie de la Caisse nationale d'assurance maladie et de nous excuser pour les petits problèmes techniques que nous avons eus. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, on vous entend. Super. Donc, je suis Grégoire de Lagasnerie, adjoint au directeur de la stratégie, des études et des statistiques. Je voudrais vraiment remercier le Shift Project pour leur invitation et les techniciens pour leur aide. En effet, le juste soin est au cœur de l'action de l'assurance maladie depuis sa création, et encore plus maintenant, car les constats sont simples. Si les tendances récentes se prolongent, 43% de la population souffrira d'une pathologie chronique en 2035, et 3/4 de nos remboursements seront consacrés aux personnes souffrant d'une affection de longue durée à l'horizon 2035 également. Par ailleurs, un autre constat là d'ordre financier, qui est que même sans crise, on a une dégradation de la situation financière de l'assurance maladie, qui montre que structurellement, nous devons agir pour avoir un juste soin et préserver la qualité de notre système de santé et sa pérennité. Dans le cadre de son dernier rapport chargé produit, qui est un rapport publié chaque année par l'assurance maladie où elle fait des propositions, l'assurance maladie a décidé de prendre ses responsabilités en s'appuyant sur sa gouvernance partagée entre les partenaires sociaux, les associations de patients, Mutualité française, et de se saisir de ce constat pour essayer de trouver les voies et moyens d'assurer la pérennité de notre système de santé à travers 60 propositions. Et évidemment, le juste soin était au cœur de ces propositions. Pour pas venir au juste soin, je dirais qu'il faut qu'on y ajoute, côté assurance maladie, deux autres thématiques qui sont le juste soin au juste prix, tout en avec une qualité préservée. Ce sont nos trois grands objectifs, et pour y parvenir, nous sommes donnés 3 grands axes de travail. Un premier axe qui est finalement de faire de la prévention la bataille de la décennie, de mieux organiser le parcours de soins des patients et d'arriver, comme je le disais, à avoir un juste soin au juste prix. Donc, je vais revenir sur ces 3 concepts, prévention, parcours de soins et juste soin, juste prix, en montrant comment finalement tout ce qui a été traité dans les interventions précédentes, et puis également tout l'apport du Shift Project dans sa méthodologie
pour arriver à l'efficience, à prendre en compte l'efficience environnementale dans nos décisions, peut nous aider à parvenir à la pérennité du système de santé. Tout d'abord sur la prévention qui doit être la bataille de la décennie. L'assurance maladie, finalement, c'est le plus gros gaspillage, c'est une dépense liée à une pathologie qui n'aurait pas dû survenir. Et donc l'assurance maladie s'est vraiment saisie de ce sujet dans son rapport chargé-produit en traitant des sujets notamment sur les facteurs de risque. Le tabac a été évoqué, on peut aussi citer l'alcool, et puis également a fait un focus extrêmement important sur l'alimentation avec des propositions fortes, notamment sur le Nutri-Score, sur également la fiscalité, la TVA, comment faire qu'une puisse être en adéquation finalement avec la nocivité des produits sur la santé. On a parfois des taux de TVA qui varient, non pas en fonction de la nocivité par rapport à la santé, mais plus par rapport à son mode de délivrance. Et donc, on a besoin de repenser cela sur la vision, finalement, la vision d'avoir un système qui protège les gens contre la maladie. Et on va évidemment continuer à travailler sur ces sujets-là pour porter nos propositions, comme le Nutri-Score obligatoire, par exemple, qui est une proposition qui n'a pas encore été retenue. Et donc, on va poursuivre nos travaux notamment en menant des partenariats avec l'OCDE pour essayer finalement de justifier de l'efficience économique de ces mesures. Donc, on aurait une efficience sanitaire, une efficience économique, et puis également en travaillant avec le Shift et en s'appuyant sur les travaux du Shift, pouvoir démontrer l'efficience environnementale. Faire ce triptyque, on peut faire de la prévention, finalement, la bataille de la décennie pour justement essayer de faire en sorte qu'on dépense le moins possible à travers des pathologies qui pourraient être évitées. Ensuite, sur le parcours, évidemment, on a la coordination avec les professionnels de santé qui est au cœur de nos sujets et nos préoccupations au sein de l'assurance maladie. Et vous parlez d'une expérimentation sur l'anti-gaspi, sur le gaspillage, notamment en s'appuyant sur les infirmiers qui est lancé dans 7 pièces primaires d'assurance maladie, où l'infirmier, finalement, au domicile du patient, pouvoir faire l'évaluation du nombre, un inventaire des médicaments, des dispositifs médicaux qui sont au domicile du patient, et en fonction du constat fait par l'infirmier en termes de besoins, de nouvelles prescriptions, finalement de besoins de la disponibilité de médicaments qui sont déjà disponibles dans leur armoire à pharmacie. L'objectif, c'est de créer une coordination avec le pharmacien, avec le médecin, pour pouvoir avoir une prescription qui soit en lien avec la disponibilité de ces produits dans l'armoire pharmacie des patients. Donc, on voit que la coordination aussi peut être au cœur et la coordination entre les professionnels de santé peut être au cœur de ces justes soins pour éviter le gaspillage et notamment utiliser de façon adéquate l'ensemble des prescriptions. Sur le juste soin au juste prix, on a également, et vous l'avez vu dans les présentations précédentes, le médicament est au cœur finalement de la problématique de la délivrance du juste soin. Et là, on est en train de mener les premiers pilotes d'évaluation avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, Cyclamed aussi, sur l'utilisation et finalement les produits qui ne sont pas utilisés. Donc, ce qu'on voit sur 5 entrepôts de grossistes et de récupération des médicaments, on a 40% des médicaments jetés qui ne sont pas périmés et 12% qui sont non périmés et jetés qui n'ont pas été ouvertes, donc qui pourraient être réutilisés, par exemple. Donc, on a ce juste soin au juste prix qui peut être aussi fait par une meilleure utilisation. Et donc, on voit que l'assurance maladie est pleinement mobilisée sur ces 3 grands leviers, la prévention, le parcours et le juste soin au juste prix, pour arriver justement à une utilisation la plus efficace possible de notre système de soins. Donc, vous l'aurez compris, l'assurance maladie est dans une démarche de transition écologique ambitieuse autour de 4 objectifs. Donc, adapter notre système, réduire évidemment la consommation et notamment, comme on peut le voir, la consommation qui est en surtraitement, protéger et agir ensemble, et évidemment le partenariat avec le Shift est une démonstration de cet engagement-là, et nous souhaitons poursuivre ces travaux notamment sur les sujets de prévention, pouvoir démontrer l'efficience environnementale de ces politiques de prévention et les porter notamment le plus haut possible, et que nos propositions puissent être retenues. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur
de la Gasnerie. On aurait beaucoup de questions, mais du coup, il faut en choisir une seule. Vous avez parlé de juste soin au juste prix et quelque part au juste impact environnemental. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez suffisamment équipé du côté de la CNAM pour pouvoir arbitrer ce type de choix? Et de quoi aurait besoin finalement aujourd'hui la puissance publique pour aller plus loin sur ces sujets? Oui, tout à fait. Et c'est une question qu'on s'est posée, puisque justement, quand on a fait le rapport l'année dernière et qu'on a fait ces propositions-là, notamment sur le Nutri-Score, sur l'alimentation, sur différents sujets, on n'a pas tous les outils pour pouvoir montrer notamment l'impact à quelques années de ces différentes politiques. Donc c'est pour ça on est en train de faire un travail et un partenariat avec l'OCDE pour pouvoir utiliser d'évaluation des politiques de prévention pour essayer de mesurer finalement l'impact sur les dépenses de santé de ces politiques de prévention, pour valoriser d'une certaine façon économiquement ces politiques de prévention. Et c'est aussi pour ça qu'on a des attentes extrêmement fortes sur le rapport qui vient d'être le pré-rapport qui vient d'être publié là, et puis aussi sur les travaux en cours du Shift, c'est qu'on a envie d'avoir une vision complète de tous les gains qu'on peut avoir de ces politiques et de pouvoir les valoriser pour ensuite que la représentation nationale puisse s'en saisir et vraiment justifier ces différentes mesures et montrer que ces mesures, finalement, elles ont un impact positif sur tous les pans de la santé et également sur la pérennité du système de santé. Donc, on est en train de construire ces outils et en partenariat notamment avec le CDE, avec le Shift et puis également en interne côté assurance maladie pour pouvoir porter ces propositions en effet. Mais écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'accueillir Frédéric Lamarre de la MGEN. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir ce soir et de nous donner la parole pour témoigner, alors avec beaucoup d'humilité, sur nos actions en prévention santé et surtout sur le sujet de la mesure de l'impact de ces actions. Peut-être en préambule, vous dire qu'on a bien conscience que ce sujet est un sujet de temps long, contrairement à nos agendas qui sont entourés de contraintes plutôt sur des temps plus courts, et que déjà positionner et accepter cette temporalité sur le sujet témoigne de notre engagement à porter et à traiter ce sujet. Alors peut-être d'abord quelques mots de présentation de MGEN, puis ensuite vous dire quelle place la prévention occupe dans notre activité, et enfin la partie peut-être la plus importante, 3 focus sur des dispositifs qui vont dans le sens de la mesure de l'impact des sujets de prévention pour nous. Alors sur les éléments de présentation de MGEN, rapidement, c'est toujours un peu compliqué comme exercice de le faire en quelques mots. On a coutume de dire qu'on est la première mutuelle des agents du service public et de nous définir à travers de nos 3 métiers, donc celui de gérer l'assurance maladie d'une partie des fonctionnaires, mais aussi leur complémentaire santé et leur couverture prévoyance, mais aussi d'être un offreur de soins et de proposer un accompagnement global à la population que l'on protège. Et puis peut-être, parce que c'est un sujet qui m'est cher, vous dire que MGEN s'est doté en 2024 d'une stratégie climat ambitieuse, et que c'est dans le cadre de cette stratégie climat, de son impact, de l'impact de MGEN, de son activité sur son écosystème, que nous avons fait le choix de nous rapprocher du Shift et de soutenir les études qui ont été évoquées précédemment. Et c'est vraiment un engagement là aussi très fort que nous souhaitons porter et mettre en avant. Voilà, en quelques mots de présentation sur le sujet de la prévention et de la place de la prévention à MGEN. Peut-être dire que la prévention, c'est un pilier du mutualisme. Ça paraît peut-être abstrait. Du coup, c'est incarné par des actions, des personnes qualifiées, des parcours personnalisés qui vont concourir à des objectifs, dont celui de promouvoir la santé, évidemment, pour rendre chacune et chacun acteur de sa santé, prévenir les risques professionnels et améliorer la qualité de vie au travail, notamment sur les champs professionnels que nous protégeons, mais aussi agir sur les déterminants de santé.
Et puis, on peut dire également que ces actions, elles vont s'adresser soit de manière ciblée en fonction de la population, soit de façon globale en fonction des thématiques et des formats, mais aussi qu'elles peuvent répondre à des demandes des employeurs publics pour protéger ou prévenir certaines pathologies liées au métier de champ de la fonction publique. Donc voilà sur la place de la prévention. Peut-être dire quand même aussi que c'est un sujet qui est mesuré, qui est suivi dans le cadre de notre stratégie RSE, puisque nous avons un objectif chiffré d'action et de population ciblée par ces actions. Si on rentre sur les sujets de l'impact maintenant, puisque c'était un petit peu la demande de parler des impacts mesurés, ce qui est un sujet qui n'est pas le plus facile à aborder, peut-être d'abord évoquer devant vous un premier focus sur un dispositif qui s'appelle ViveOptime, qui est un programme de e-santé et de prévention primaire du risque cardiovasculaire. Alors peut-être juste rappeler que ce programme pilote qui est basé sur des services numériques a été expérimenté pendant 2 ans sur 2 territoires, donc Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, auprès de 8000 adhérents âgés de 30 à 70 ans pour être précis, que l'évaluation de ce programme qui a été mené, qui était positive sur l'amélioration de la santé des participants, a poussé, a incité MGEN à généraliser le dispositif à partir de 2018. Et c'est aujourd'hui de cette façon généralisée que nous proposons et que nous invitons nos adhérents à participer à ce programme qui porte plusieurs ambitions. C'est sur la même diapo, plusieurs ambitions. La première, c'est effectivement d'intégrer les nouveaux usages de santé sur l'évaluation des facteurs de risque et aussi l'étude de l'aggravation des pathologies chroniques cardiovasculaires. Donc ça, c'est une première ambition. Une seconde ambition est de proposer un programme de prévention complètement personnalisé et adapté, donc en lien avec les parcours de soins traditionnels. Et enfin, d'être dans un accompagnement sur la durée de nos adhérents. Et si on regarde en termes de chiffres, ce que ça peut apporter en termes de suivi, eh bien, on peut dire et on a mesuré que 72% des utilisateurs ont réussi à changer leur comportement en santé dans la durée. Donc, ce qui nous incite davantage à proposer ce dispositif. Second focus sur le dispositif qui s'appelle Live, qui est une application qui s'adresse aux femmes, hein, puisque cette application permet donc aux femmes d'apprendre à mieux vivre avec l'endométriose, mettre fin à l'errance et apaiser les souffrances de l'endométriose, comme c'est écrit sur la slide. C'est vraiment les objectifs de cette application qui était, et c'est aussi à souligner, et parallèlement qu'elle est proposée à nos adhérentes, elle est proposée aussi aux collaboratrices de MGEN de façon complètement spontanée. En tout cas, on les incite à participer. Elle permet donc de faciliter le parcours thérapeutique des patientes en s'appuyant à la fois sur évidemment des entretiens scientifiques, mais surtout sur le partage d'expériences des patientes qui va permettre de mieux comprendre la maladie, de cibler les symptômes et du coup d'apporter des réponses et de rompre le sujet de l'isolement qui reste un élément important lié à cette pathologie. Là aussi, si on veut parler d'impact chiffré, donc on a un taux de satisfaction donc qui est important, autour de 98%. 69% des participantes déclarent une amélioration de leur qualité de vie du fait de l'usage de cette application et 50% des utilisatrices constatent une réduction de la douleur. Donc ce sont des éléments importants. Ces éléments donc de mesure d'impact reposent sur du déclaratif, notamment des adhérentes. Du coup, ça m'amène sur mon troisième focus qui lui aborde plus la thématique de la donnée, puisque nous avons une fondation en santé publique, la fondation en santé publique MGEN, et via cette fondation, nous disposons d'un entrepôt de données de santé. La CNIL nous a donné l'autorisation d'avoir cet entrepôt de données de santé qui nous permet de manière pseudomisée d'avoir accès aux réponses à la fois d'avoir accès à la fois aux dépenses du régime obligatoire et du régime complémentaire
supplémentaire des adhérents majeurs, et cela permet à nos statisticiennes et aux chercheuses de travailler sur de la data du coup complètement sécurisée. Donc ce focus-là est vraiment important pour nous à mettre en avant, puisque l'objectif est bien d'identifier des leviers pour améliorer la prévention et la prise en charge en santé, et de voir l'impact du coup sur la consommation de soins des dispositifs qui sont proposés. Les projets donc peuvent être déposés auprès de la Fondation. Il y a un dispositif d'appel à projets qui est accessible via le site et qui est étudié à la fois par le comité scientifique et par la direction du pilotage de la Fondation. En conclusion, peut-être juste dire que pour MGN, un des grands enjeux, c'est de faire reconnaître la prévention comme un outil de santé publique, et on est bien conscient que cela passe aussi sur le sujet de la mesure de l'impact de la prévention, son impact sur la qualité de vie de la personne, sur l'émancipation de la personne. On est vraiment attaché au fait de rendre les adhérents, les adhérentes acteurs et actrices de leur santé, impact sur la santé sociale, puisque prendre soin de soi, être attentif à soi, c'est aussi porter un regard positif sur la société et sur ce qui nous entoure, et puis évidemment un impact sur les dépenses de soins. Merci beaucoup, Madame Lamarre, pour ces éléments très inspirants par ailleurs. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours au rôle des mutuelles dans ces enjeux de prévention et de promotion de la santé, qui sont pourtant des enjeux éminemment sociétaux, qui sortent du cadre strict des établissements de santé. Est-ce que vous avez une position particulière comme acteur territorial à jouer sur ces questions ? Alors, le sujet de la territorialité est vraiment un sujet qui nous parle, puisque déjà nous sommes présents sur tout le territoire hexagonal et en dehors de l'hexagone, donc y compris sur des territoires comme le territoire de Mayotte, où peu d'acteurs sont présents pour justement proposer ce type de dispositif à la population. C'est un premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse que j'ai envie de partager, c'est que nous venons de mener une étude d'action sur la responsabilité territoriale des entreprises, et une des 5 thématiques de cette étude d'action a été celle de la prévention santé. Et en fait, cette étude d'action, elle montre que sur les territoires, le fait d'être acteur de coopération, de mener des coopérations avec des acteurs publics et privés, permet de répondre au plus près des besoins de la population, y compris des besoins sur le sujet de la prévention santé. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je laisse la parole à Mathis pour la suite. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, puisque mon objectif sera principalement de conclure et également de remercier tous les intervenants et intervenantes à cet événement, mais également à vous-même d'avoir suivi jusqu'au bout cet événement. Nous vous en remercions. J'en profite aussi pour remercier toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce rapport intermédiaire. Et alors nous remettons dans le chat un résumé de tous les travaux que nous publions aujourd'hui et sur lesquels nous attendons des retours de votre part, que ce soit du côté de la grande consultation ou des rapports. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et à bientôt.